Voilà, bonsoir à tous. Merci d'être en conférence avec nous ce soir en compagnie d'Alain Beau, qui est hypnothérapeute. Cette conférence est organisée dans le cadre du partenariat que j'ai avec la VNPN. Et dans le cadre de ce partenariat, nous avons décidé, en concertation avec la VNPN, de vous proposer tout au long de l'année des conférences gratuites et puis des ateliers à prix réduit pour les adhérents à VNPN autour du thème des relations toxiques et de la perversion narcissique. Le but étant qu'en fait, d'une part, vous découvriez les thérapeutes partenaires de la VMPN, qui sont aussi pour partie des thérapeutes partenaires de ma propre web TV, et puis que dans ce qu'ils proposent, vous puissiez identifier quel thérapeute vous convient le mieux, quels sont les outils qui vous parlent, ceux qui vous attirent, ceux qui ne vous attirent pas, que vous puissiez poser les questions aussi que vous avez peut-être aux thérapeutes, et puis par rapport à ces outils. Et donc, on entame, j'ai envie de dire, le bal ce soir avec Alain Beau, qui, comme je le disais, est hypnothérapeute. Et puis peut-être, Alain, c'est bien que tu poses d'entrée de jeu quel type d'hypnose tu pratiques et qu'on explique bien aux gens qu'il ne s'agit pas du tout d'une hypnose où on va être sous emprise, où on va perdre la conscience et le contrôle de soi. J'en parle en connaissance de cause puisque je l'ai testé et que j'étais moi aussi très méfiante et très réticente par rapport à ces pratiques d'hypnose. Donc, explique bien de quelle hypnose il s'agit peut-être. Et puis après, on reviendra plus précisément sur le mécanisme de la relation toxique et puis comment en sortir. Alors, en fait, l'hypnose, effectivement, on en a peur parce que on a beaucoup l'image de l'hypnose de spectacle qui fonctionne, hein, qui est vrai. Tout ce qui est fait en spectacle est vrai. Parce que je l'ai pratiqué moi-même, j'en fais un petit peu d'hypnose de spectacle, j'aime bien ça. Mais en fait, moi j'ai tendance, je dis souvent aux gens qui viennent me voir, en fait, au contraire, quand vous allez venir chez moi, vous allez plus reprendre contrôle de votre corps et de votre esprit. Moi, je suis juste un accompagnant, en fait, donc je pratique une hypnose qui est holistique. C'est-à-dire qu'elle prend la personne dans sa globalité, hein, dans son ensemble. Si je donnais un peu mon mentor, même si je n'ai pas eu la chance de le connaître, c'est plutôt, pour ceux qui connaissent, Carl Gustav Jung, qui était un adepte de Freud, mais à un moment, il y a eu une petite dislocation, sans rentrer trop dans le détail, mais justement parce que Freud pensait vraiment que tous les problèmes venaient de nous, et qu'en travaillant sur nous, effectivement, on arrivait à changer. Alors, c'est un peu caricatural de le dire comme ça, mais pour comparer, alors que Jung avait vraiment une volonté de dire qu'on était dans un ensemble et que du coup, cet ensemble travaillait sur nous aussi et faisait qu'on évoluait. Donc voilà, l'hypnose que je pratique, elle est dans ce sens-là, elle est dans le sens où on n'est pas seul dans notre système. Et notamment, ce soir, hein, on va en parler des liens avec les gens. Donc voilà ce que je peux dire sur l'hypnose que je pratique, mais c'est normal d'avoir des craintes un peu. Après, il faut tester pour voir et surtout faire confiance à la personne qu'on va voir parce que c'est plus là qu'elle est la manipulation. Non, mais je pense que c'est bien que tu poses ça d'entrée de jeu parce que, effectivement, quand on vit ce type de relation, comme je le disais, on peut se demander pourquoi moi, pourquoi tout le temps, pourquoi ça se reproduit tout le temps. Et donc, on peut développer une culpabilité par rapport à ça, alors qu'en fait, comme tu le dis, il n'y a pas que nous. Il y a notre histoire personnelle, mais il y a l'histoire, ce qu'on appelle le transgénérationnel, donc toute l'histoire de notre famille, ce qui s'est passé en avant, en amont. Il y a tout ce qui nous imprègne au niveau collectif, au niveau culturel. Donc effectivement, on n'est pas responsable non plus de tout. Je pense que c'est Surtout dans bien de ce le dire. sujet, ouais. Voilà. Le sujet qu'on a aujourd'hui de la toxicité, on va le voir, on est aussi euh, grandement influencé par sa famille, par ses grands-parents, par la société, par beaucoup de choses. Et effectivement, on n'est pas seul dans ce truc. C'est un rôle. Ouais. Voilà. Alors Alain nous a préparé un super PDF qui va vous mettre en partage d'écran pour vous parler justement un petit peu de ce qui se passe dans cette fameuse relation hein, de relation toxique, comment ça se met en place, quels sont les rôles que chacun joue. Je vais juste lui donner la main en fait pour qu'il puisse C'est bon, nous je partager suis son PDF. C'est bon, tu as réussi? Non, je pense animateur. que c'est comme tout à l'heure. Attends, il faut que je te mette animateur. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est bon, je suis animateur. Donc maintenant, tu peux partager ton document. Alors, on est parti. Et Alors, donc, le document est volontairement
simple, entre parenthèses. Il y a de belles images, mais par contre, voilà, on va voir un peu donc, le concept, comprendre la manipulation, hein, forcément, parce qu'au-delà des liens toxiques et des pervers narcissiques, je vais essayer d'avoir une vision assez globale avec vous. Donc déjà de comprendre le principe de la manipulation, parce que c'est quelque chose que l'on pratique tous les jours. Euh, et en aparté, effectivement, on parlera donc des pervers narcissiques, de leurs particularités, de leur fonctionnement, et de comprendre aussi que on est dans ce processus et que quand on ne rentre pas dans ce processus, c'est là qu'on arrive plus ou moins à se sortir de ça. Donc déjà de prendre conscience qu'on est dans un jeu, en fait, hein, quelque part. Alors, je ne veux pas vous repasser là-dessus, mais me voici. Donc, je vous le disais, à Chatou, dans les Yvelines. Donc, j'ai assez expliqué ce que j'étais. On va passer à la suite. Donc, déjà, les clés de la manipulation, parce qu'il y a des clés, effectivement, et je prendrais pour exemple quelque chose qui, moi, je trouve résume assez bien la chose. Donc, c'est le triangle de Karpman. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc Karpman est un sociologue, je crois, de mémoire. Enfin, c'est pas très important, mais en tout cas, vous trouverez beaucoup sur Internet si vous recherchez. Il y a des gens qui ont écrit des livres là-dessus, sur ce fameux triangle que vous voyez en face. Donc, en fait, on peut le mettre dans un triangle parce qu'il y a trois rôles en fait dans une manipulation. Il y a le bourreau, il y a la victime et il y a le sauveur. Donc, pour qu'il puisse y avoir manipulation, il faut qu'il y ait, alors, pas forcément cette triptyque, mais en tout cas, moi, ce que je vois souvent, c'est le sauveur et la victime. Le bourreau, on le voit parce que c'est la personne, par exemple, dans le cadre du pervers narcissique, même si il aime se balader, on va le voir et il va être en bourreau. Voilà. Donc, le sauveur, vous allez le connaître souvent, donc je vais vous le présenter. Ah mince, c'est parti dans le mauvais sens. Ah, ah oui, en fait, il faut que je clique. D'accord, ça va, je m'y fais. Alors, le sauveur, donc voilà, c'est lui. Il ne peut pas s'empêcher d'aider le monde entier. Donc, vous le connaissez, souvent on va dire, alors, le sauveur à l'extrême, si je prends par exemple moi, dans mon métier, je me prends volontairement pour exemple, c'est quand vous allez croiser quelqu'un dans votre vie qui va vous dire, oh là là, ça ne va pas en ce moment, je suis un peu stressé, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai des douleurs au ventre. Et ben, en fait, moi, avec l'empathie que j'ai, qui est assez forte, je vais lui dire, écoute, viens chez moi, je vais t'aider. Alors qu'en fait, la personne ne m'avait rien demandé. Et donc, ce sauveur, il peut avoir, alors, plus ou moins grande échelle, hein, c'est-à-dire que moi, je vais très, très loin dans ce sauveur. Il n'y a pas que moi, mais il y a des gens qui vont être comme ça. C'est-à-dire que on le voit aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, on veut que l'autre comprenne, enfin, on veut vraiment lui donner la bonne parole, lui expliquer voilà, qu'il doit se protéger. Donc ça, c'est le sauveur qu'on a en nous. Il est bon de comprendre quelque part qu'il n'y a personne à sauver. Mais en tout cas, c'est un rôle qu'on peut se donner. Voilà, je vous l'ai mis en Je peux super-héros. ajouter quelque chose, Alain? Ah bien, avec plaisir, vas-y. Alors, moi, ce qui me frappe souvent, justement, dans les groupes de parole de victimes de pervers narcissiques, c'est qu'on voit effectivement ce rôle de sauveur, mais comme tu dis, poussé à l'extrême, au sens où c'est pas seulement des gens qui sont empathiques et qui vont avoir envie d'aider, mais qui vont vraiment s'oublier complètement au détriment de quelqu'un d'autre, qui vont être capables vraiment de faire complètement, d'être dans une sorte d'abnégation de soi pour laisser toute la place à l'autre. Et c'est en fait ce qui va un peu ouvrir la brèche, ouvrir la faille à l'autre, qui va lui permettre de les détruire parce qu'en fait, à aucun moment, ils ne vont poser de nom. Ils vont toujours faire passer le bien-être de l'autre avant. Ils vont penser que l'autre a tellement souffert ou a tellement de qualités. Enfin voilà, pour des tas de raisons objectives ou subjectives, ils vont accepter que l'autre empiète tout le temps de plus en plus sur leur bien-être. Et ils le font en croyant aider l'autre ou en croyant qu'ils vont pouvoir sauver l'autre ou faire changer l'autre. Et c'est là, je crois, que ce mécanisme du sauveur, il devient dangereux. Hein. Tu l'as dit à propos de la Oui, manipulation. La manipulation, elle n'est pas forcément malveillante. Il y a non. des formes de manipulation qui ne sont pas forcément malveillantes. Et le sauveur, de la même façon, quand on le Bah, pratique au degré de l'empathie, j'ai envie de dire, c'est un élan noble et généreux du cœur. Là où ça devient vraiment destructeur, c'est quand on n'est plus capable de poser des limites, de respecter sa propre intégrité et de dire non à l'autre. Non, ça, désolé, c'est pas possible, je n'accepte pas. oui, il est quelque part un peu manipulateur lui-même, hein, quand je t'ai présenté
quand je vous ai présenté le triangle, les trois pratiquent la manipulation, alors l'un avec l'autre, parce qu'on va être dans ce triangle et du coup, on va jouer, on va avoir des jeux de rôle là-dedans. Mais en même temps, il y a quelque part une espèce de manipulation, parce que si je suis sauveur, c'est que je veux sauver l'autre, alors que l'autre ne m'a rien demandé. Donc, quelque part, par mes paroles, en disant, bah, écoute, moi, je vais vraiment t'aider, on va manipuler l'autre alors qu'il n'a rien demandé. Donc, et effectivement, le sauveur n'a pas une mauvaise intention, mais il va s'oublier, ouais, souvent. Moi, je prends l'exemple parce que je vais vous parler de moi, j'aime bien, je trouve que ça parle souvent aux gens. Moi, j'ai aussi du magnétisme, et on connaît tous le magnétisme par des magnétiseurs. On y croit ou pas, mais en tout cas, on l'a tous. Et moi, effectivement, j'avais mon ancienne copine quand j'étais plus jeune, elle avait une énorme migraine, et je me rappelle, je l'avais vue tellement mal et j'étais tellement mal pour elle que j'avais absorbé sa migraine et qu'elle ne l'avait plus. Donc, quelque part, elle ne m'avait rien demandé. Moi, j'ai attrapé ça alors que je n'avais pas forcément volonté de l'attraper. Bon, après, je n'ai pas compris non plus ce qui s'est passé, elle non plus. Mais voilà ce que ça peut être le sauveur. Alors là, c'est vraiment l'extrême parce qu'on a vraiment un résultat physique. Après, vous pouvez regarder, bon, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le sauveur. Donc, voilà. Je trouve intéressant que tu La poses vie. en ces termes-là parce qu'on croit souvent que le manipulateur, c'est le bourreau, alors qu'en fait, là, tu nous expliques qu'on est tous dans ce triangle en train de manipuler consciemment ou inconsciemment les autres pôles du triangle. Donc, il n'y en a pas un qui est plus manipulateur que l'autre, c'est juste des stratégies différentes finalement. Non, et je le redirai après à la fin, mais ce qui est bien, c'est de se rendre compte. Là, je vous présente le triangle, pourquoi? Pour se rendre compte. Et en fait, on pense toujours qu'il y a une magie pour s'en sortir de ça. En fait, de comprendre et de dire, par exemple, bah non, je ne serai pas ton sauveur. Parce que là, vous voyez la deuxième personne de ce triangle, c'est la victime. Donc la victime, voilà, elle subit tout le temps, elle se plaint, elle s'apitoie. Et donc forcément, face à ça, le sauveur qui lui a envie d'aider va venir lui dire, bah, écoute, je suis là pour toi, quoi. Donc déjà dans ce cadre, c'est de dire, bah, je peux t'aider, mais par contre je ne serai pas ton sauveur, c'est-à-dire je ne ferai pas à ta place. Tu sais, dans mon métier, il y a ça, on a l'image de l'hypnose, on pense que l'hypnotiseur va tout faire pour l'autre, et donc j'ai des clients qui me disent, mais je ne comprends pas, je pensais que c'était vous qui le faisiez et que moi, je n'avais rien à faire. Et je leur dis souvent, vous préférez quoi? Que vous résolviez votre problème ou que moi, je le résolve pour vous? Parce que moi, je ne sais pas. Et en fait, se rendre responsable de soi, c'est quand même mieux que voilà, faire la victime qui effectivement est toujours… Alors, vous la connaissez, hein, moi, je prends l'exemple, j'arrive au boulot le matin, je demande comment ça va et les gens vous disent, ah bah comme un lundi. Ça, c'est un truc vachement ancré. C'est-à-dire qu'il a besoin que le lundi, ce soit une journée pourrie, la victime, parce que voilà, tout va mal dans sa vie. Enfin voilà. Donc ça, c'est la victime. Alors, voilà. Je pense que Je vais peut-être rebondir sur la victime parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille où il y avait ce que j'appelais la victimite, hein, où il y avait un culte de la victime. Et quand on parlait justement tout à l'heure de ce qui peut nous imprégner à notre insu, moi, je n'avais pas l'impression de me comporter comme une victime. Par contre, dans toute mon histoire familiale, j'avais vu que, en fait, les personnes qui souffraient le plus, c'était les personnes qui étaient respectées le plus. Je vous donne un exemple. Mon arrière-grand-père, il avait fait la guerre, et parce qu'il avait fait la guerre et qu'il avait été prisonnier de guerre, et ben, à table, il avait le droit de se servir dans le plat le premier et de choisir le meilleur morceau. Donc là aussi, quand on parle de ce qu'on enregistre au niveau de notre inconscient, et ben, ça avait engrammé en moi l'idée que en gros, si tu veux être puissant, il faut souffrir. Parce qu'en fait, c'est ça qui donne le pouvoir sur les autres. C'est ça qui donne quelque part cette espèce d'aura de gloire, de fait que les gens vont s'occuper de toi, être aux petits soins, tout ce qu'on appelle comment ça s'appelle, les bénéfices. le C'est un nom. bénéfice secondaire. Voilà, les bénéfices Ouais, secondaires. l'objectif caché. Donc voilà, je tenais à souligner ça parce qu'effectivement, on peut penser qu'on ne se comporte pas comme une victime et être quand même complètement imprégné de manière inconsciente de cette stratégie, de cette idéologie de la victime. Non, non, mais Voilà. c'est vrai, moi, j'aime bien m'analyser aussi, mais tu sais, des fois, quand quelqu'un te… Ah, déjà, il y a le truc qui est excellent, et ce qu'on m'avait dit en formation, n'utilise jamais ça au début des séances, c'est ça va. Quand tu demandes aux gens si ça va, bon, tu as quand même de grandes chances qu'ils te disent ah ben non, en ce moment, ça va pas. Et du coup, là, en leur demandant si ça va, tu sais, tu engranges ce truc où la personne va pouvoir se plaindre. Alors, bah pareil, c'est pas méchant. Elle a besoin de se plaindre. Mais tu vois, voilà, on est vraiment dans ce truc-là. Donc la victime, c'est aussi, on pourrait voir les pathologies, parce que on rentre un peu là-dedans, mais
celle qui fait du chantage affectif, quand on va vraiment sur l'extrême, si vous connaissez des gens comme ça, mais qui vont vraiment à l'extrême en disant, oh là là, je prends par exemple une relation amoureuse, si tu me quittes, je me suicide. Là, c'est vraiment la victime, mais alors ultra, ultra. Imaginez ce que ça fait un sauveur face à ça, quoi. Donc, on commence déjà à mettre en place la notion de pervers narcissique parce que lui, le pervers narcissique, il va se balader là-dedans. Il va savoir en jouer, en fait. Je dirais c'est un peu la différence avec les gens classiques, quoi. Et donc, le bourreau, alors ça, c'est celui qui critique, qui ironise, qui dévalorise. Moi, je trouve que c'est le troisième mot que je trouve encore plus fort, c'est il dévalorise le bourreau. Le bourreau, c'est vraiment son job, c'est de dire ah là, vraiment là-dessus, tu n'as pas été bon, quoi. Voilà, quand je vous dis des choses comme ça, vous devez forcément, ça doit forcément résonner. Vous devez sans doute, voilà. Alors, quand on rentre dans cette histoire de toxicité, on a du mal à accepter qu'on puisse aussi être dans ce rôle-là. Alors peut-être qu'on n'y est pas d'ailleurs, hein, attention, on n'est pas obligé d'y être. Mais voilà, c'est peut-être, je ne sais pas comment ça vibre en vous, mais moi souvent c'est celui que j'ai le plus de mal à imaginer appliquer, quoi. Alors, donc, voilà, on a parlé du triangle. Donc, le triangle, c'est vraiment, on peut se balader dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'on peut passer de victime à bourreau, à sauveur, on peut s'y balader. Et puis, surtout, dans une relation, alors c'est un triptyque, ça peut être un trio, ça peut être un duo, ça peut être encore plus. Ça se voit dans la relation de couple. Ça se voit dans la relation de famille, ça se voit dans la relation au travail aussi. Vous pouvez, moi je trouve que c'est fort. Il y a un bouquin comme ça, enfin il y en a plusieurs, ils ont tous écrit des bouquins. C'est Bourreau, Sauveur, Victime de Christelle Petit-Colin, je crois qu'il a écrit notamment. Vous pouvez le lire, mais il n'y aura pas, entre parenthèses, il n'y aura pas beaucoup de clés. Le truc, c'est de comprendre, de repérer. Une fois que vous avez repéré, vous dites ah là, tu es en train de faire ton bourreau et moi je fais ma victime, donc ça ne va pas aller. Rien que de dire qu'on le ressent, ça résout en fait beaucoup de choses. Je voudrais vous parler ensuite maintenant des clés de la communication, parce que c'est méga important, je trouve. En fait, les deux choses là dont je vous parle, c'est les deux choses que j'explique souvent en séance, et ça parle à fond. Ah mince, désolé. Super, si je vous dise tout avant. Et ben voilà, on a tout vu. Alors, les clés de la communication. Donc, le parent, l'adulte et l'enfant. Alors ça, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces trois-là. Donc, dans notre mode de communication, ça, c'est l'analyse transactionnelle qui nous donne un petit peu tout ça. On va avoir un rôle de parent, un rôle d'adulte ou un rôle d'enfant. Et en fonction de la personne qu'on aura en face de nous, la personne en face de nous, dans sa communication, aura aussi ce rôle de parent, d'adulte et d'enfant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, le côté parent, c'est le moi appris. Donc, c'est notre côté critique, en fait. Donc, le parent, c'est ce qui nous a été enseigné. Donc là, vraiment, on parle d'un adulte, mais on peut avoir des enfants qui, par exemple, doivent devenir parents très, très tôt. Voilà. Donc, je vous laisse pour l'instant juste avec ça, mais après, je reviendrai sur le côté. Donc, pensez, c'est quand vous parlez à quelqu'un et que vous lui parlez en mode parent. Donc, je vais quand même vous donner un exemple tout de suite. Je vais prendre un exemple d'une dame, tenez, qui est en surpoids et qui veut perdre du poids et qui va chez ses parents. Elle a, allez, on va donner un âge 45 ans, donc les parents ont un peu plus, on va dire, 70. Donc on est bien d'accord que là, la personne est adulte et ses parents sont aussi des adultes. Mais il y a tellement ce côté, c'est mon enfant, que du coup, ça va se suramplifier. C'est-à-dire que la personne arrive et là, sa mère la voit et lui dit « Ah, bah dis donc, tu as encore bien pris. Hein. » Voilà, qu'est-ce qui se passe? Là, je me suis placé en parent et j'ai dit à ma fille une critique qui, déjà ne me regarde pas, qui n'aide pas, mais qui, en tout cas, voilà, va être plutôt placée en mode parent. Le mode parent, c'est, vous pouvez regarder un petit peu tout ce que vous avez aimé, c'est tout ce genre de trucs où on va donner des conseils aux gens, où on va leur dire tu devrais faire ça. Donc, il y a vraiment le côté parent. Il est assez présent.
Le côté adulte, donc en fait, là, c'est le moi expérimental. Donc, c'est tout ce qui est notre logique. On traite vraiment les informations de façon rationnelle et c'est celui qui évalue les situations. Donc, en fait, dans un fonctionnement, l'analyse transactionnelle dit que, en gros, il y a le fonctionnement qui fonctionne le mieux. Moi, j'ai tendance à dire que c'est le seul. C'est celui où vous êtes adulte et que la personne en face est adulte. Ça n'arrive pas souvent C'est-à-dire en même que, temps. ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est un peu pareil que le triangle de Karpman, c'est il faut se rendre compte, en fait. Et une fois qu'on s'est rendu compte, on dit, attends, on va recaler les choses, mais on va vraiment se placer. Je donnerai des exemples qui seront peut-être parlants, j'espère en tout cas que je donne souvent. Et donc, l'enfant, là, c'est celui qui prend cher. Donc, le côté enfant, c'est le moi ressenti. Donc, c'est notre côté sentimental, affectif, nos émotions, nos sentiments et nos besoins. C'est l'enfant intérieur. C'est notre inconscient, souvent. C'est celui qui existe depuis tellement longtemps. Et par exemple, là, pour reprendre cet exemple de cette femme, sa mère qui lui dit, oh là, bah, tu as encore bien pris, elle va déclencher en la personne qui est une adulte son enfant qui se fait, alors là, ce n'est pas forcément le cas, gronder, mais en tout cas qui d'un seul coup va se faire entendre dire t'es gros, c'était pas belle. Alors, désolé, je donne des trucs un peu forts, mais voilà, ça va recréer ça. Une fois qu'on a mis ces trois-là en face, on a plusieurs fonctionnements. On peut avoir, alors vous pouvez penser, hein, là je vous donne un exemple, vous regardez juste dans votre famille, maintenant, hein, à l'âge adulte que vous avez, quel rôle vous avez face à votre mère, face à votre père, face à vos grands-parents, tout ça, et vous allez voir où vous vous placez. Et en fait, souvent, on a le rôle parent et enfant. Et ben en fait, ce genre de fonctionnement-là, ça ne fonctionne jamais dans la communication parce qu'on ne va jamais communiquer bien. Pourquoi? Là, par exemple, je vous donne l'exemple, là, je vous ai parlé de quelque chose. Forcément, la fille va déclencher quelque chose de pas agréable à l'intérieur d'elle. Elle va se dire, mince, oui, en fait, j'ai encore grossi, ma mère me le dit, c'est vrai que c'est triste. Et du coup, elle va créer de la culpabilité, plein de choses qui pourront pas lui permettre d'avancer. Et quelque part, en fait, la mère ne l'aide pas parce qu'elle la conforte dans ce fonctionnement qu'elle a pris du poids et que ça n'allait pas. Et voilà comment ce lien se crée. C'est-à-dire que la mère pourra reprendre tous les fonctionnements classiques qu'elle voulait avant. La fille se sentira toujours rabaissée, toujours écrasée, toujours voilà, pas bien. Et donc, bah, dès qu'elle verra sa mère, déjà, elle ne voudra plus la voir. Mais voilà, quand elle la verra, elle ne sera pas bien. Donc, Alors, attends, dans ton exemple, qu'est-ce que serait la communication d'adulte à adulte? Alors, qu'est-ce que dirait la mère et qu'est-ce que dirait la fille alors dans le oui, meilleur des mondes idéaux? tu as très bien fait de me recadrer. Alors, en fait, elle, par exemple, elle est en mode parent. Toi, enfin, l'autre est en mode enfant. Celle qui se place en mode parent va jamais descendre. Elle va toujours rester en mode parent. Parce qu'en fait, bon, déjà, c'est le fonctionnement qu'elle connaît. Hein. Elle sait, en fait, il y a de la perversion là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a de la manipulation, mais quand elle dit ça à sa fille, elle sait que sa fille va réagir comme ça. Et donc, son job, son envie, c'est de rester dans cette position parent, parce qu'elle sait qu'elle a une domination sur la personne. J'emploie des mots forts, hein, je suis désolé, c'est assez trash, mais c'est vrai. Elle sait qu'elle va obtenir ça. Donc, en fait, la seule personne qui peut changer de positionnement, c'est celle qui est placée en enfant, qui va devoir passer en adulte. Et donc, elle va utiliser quelque chose que là, je n'ai pas forcément présenté, mais qui est la communication non violente. Ça, c'est aussi un outil qui est formidable Alors, poussé à l'extrême, il est un peu trop, mais par contre, dans la base, elle est bien. C'est-à-dire que je me mets dans le rôle, là, je vais dire, OK, j'entends ce que tu me dis. Effectivement, tu me vois, j'ai pris du poids, c'est vrai. J'ai pris, je sais pas, je peux dire, j'ai pris 5 kilos. Voilà, je le remarque aussi. Maintenant, en deuxième chose, donc là, on constate. En deuxième chose, on va dire ce qu'on ressent quand on nous dit ça. Par contre, maintenant, quand tu me dis ça, moi, je me sens trahi, je me sens rabaissé, j'ai l'impression d'être une gosse de 2 ans. Donc, ce n'est pas très, très bien ce que je ressens là. Donc là, tu donnes tes émotions. Et maintenant, ce que je t'invite à faire la prochaine fois, quand tu me verras, c'est à plutôt te concentrer sur, je ne sais pas, ma couleur de cheveux, trucs comme ça, mais tu vas vraiment… Et en fait, c'est le seul moyen, c'est en faisant ça. Alors,
la complexité là-dedans, et c'est ce que je rencontre tout le temps, c'est que le problème de base, c'est l'émotion. C'est lui, c'est l'enfant, en fait. Ce qui est le plus difficile quand on est dans une relation, et on le sait quand on a des pervers narcissiques, ça va être l'émotion qu'on va ressentir. C'est-à-dire qu'ils vont jouer sans arrêt sur l'affect. Et comme on a une émotion, bah là, notamment par rapport à sa mère, hein, on a de l'amour qui vient, on ne va pas forcément arriver à prendre ce positionnement-là. Pardon. Et pour le prendre, bah, en fait, il va falloir travailler sur l'émotion. Une fois que la fille a dit ce qu'elle ressentait et qu'elle a dit que ça ne lui plaisait pas, elle monte en adulte, si tu veux. Et c'est à l'autre en face d'accepter ou pas de se mettre en adulte. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est comme bah, là, le schéma a changé, c'est-à-dire que tiens, ma fille ne réagit pas comme elle réagissait avant, bah, du coup, moi, je vais devoir m'adapter parce que je n'ai pas pouvoir sur elle, tu vois. La manipulation ne marche plus, en fait. Donc, le jeu de la manipulation, ça va être là d'aller se placer autrement. C'est ça, c'est répondre à une stratégie par une stratégie mieux adaptée et plus astucieuse qui permet de reprendre son pouvoir finalement. Et ça, on le vit dans toute situation, parce que souvent, je donne à mes clients aussi l'exemple de la personne avec qui vous avez un accrochage en voiture. Alors celui-là, il est tellement parlant. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous griller la priorité, il va sortir, il va voir que vous êtes une femme, du coup, il va se dire, bon, bah, je sais que je suis en tort, il faut que j'y aille et que je lui rentre dedans pour qu'elle ne se rende même pas compte de ce qui se passe. Donc, il va sortir de sa voiture, il va commencer à l'engueuler en disant n'importe quoi. L'autre, si elle n'aime pas le conflit, elle va s'écraser. Et du coup, il va dire, bon, bah, on ne fait pas de constat et puis on s'en va comme ça, hein. Et en fait, le truc va se finir. Là, qu'est-ce qui va se passer? La personne qui a eu l'accident va s'en vouloir, va se dire, oh là, j'aurais dû insister. Ça se trouve, elle va se prendre une double dose parce qu'elle va rentrer chez elle et elle va se faire engueuler par son mari. Enfin, tu vois, c'est… Alors que s'il n'y avait pas eu d'émotion, s'il n'y avait pas eu ce fameux truc de vouloir s'écraser et tout, bah, elle aurait pu s'imposer et le truc aurait été complètement différent. Elle serait placée en adulte, en fait. Alors justement, j'ai une question intéressante sur le chat de quelqu'un qui dit « On dit souvent que le pervers narcissique est psychiquement un enfant. Est-ce qu'il faut donc redescendre à son niveau pour lui parler ?» C'est une excellente. Alors, moi, je dis souvent, le pervers narcissique, il n'est pas totalement un enfant. Il se balade en fait dans les trois fonctionnements. L'enfant, là, je ne l'ai pas forcément, mais il y en a plusieurs en plus. Il y a l'enfant colérique, l'enfant peureux, je ne sais plus lequel. Le pervers narcissique, en fonction de ce qui va se passer en face, il va savoir s'adapter pour se placer dans une ou l'autre position. Il va sans arrêt switcher. Et effectivement, après, s'il fait son enfant, il ne faut pas se placer en parent par rapport à lui. Il faut rester toujours en adulte. C'est la complexité. Ça répond à la question, je ne sais plus du coup. Parce que… Elle nous le dira sur le chat. Ouais, pardon. Tu n'as qu'à continuer à dérouler ton exposé, puis on y reviendra après dans les questions-réponses si tu veux. Alors, on en vient justement au pervers narcissique. Là, je l'ai bien pris en photo. Alors, lui, voilà, c'est ce que je disais. Il se balade dans les divers positionnements, en fait, afin de maîtriser toujours son masque. C'est-à-dire que le pervers narcissique, vous allez rarement voir qui il est. Bon, je note ce mot-là, je ne l'aime pas trop, mais il maintient le lien avec sa proie, qui perd du coup ses repères, qui va toujours être en questionnement, qui va toujours se dire, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est… Voilà, c'est vraiment un positionnement particulier. Le pervers narcissique, moi, je m'étais formé en fait en psychopathologie. Le pervers narcissique n'est pas une pathologie. C'est, entre parenthèses, quelque chose, le terme a été créé un petit peu par la société. Le pervers narcissique, il va se balader dans la schizophrénie, dans la paranoïa, dans l'état limite parfois. L'état limite, on le connaît aussi sous le nom de borderline. Donc, en fait, il va toujours se balader là-dedans. Moi, effectivement, là, ce que la dame a dit, il est un enfant. C'est-à-dire on entend toujours qu'il est construit par la mère ou par le père, du coup, je crois que c'est par le sexe opposé à soi, hein. Et effectivement, je vois ce que cette dame veut dire. Dans son fonctionnement, c'est assez complexe en fait. Moi, je regarde toujours du côté pathologique, hein, si tu veux. C'est-à-dire que pour lui, l'autre,
l'autre est vraiment l'image de ce qu'il voudrait être lui. Parce que lui n'arrive pas forcément à être ça, donc il voit l'autre en face et puis il l'adore. Pour lui, c'est vraiment la personne avec qui il veut être et qui en fait, quelque part, ça c'est la paranoïa qui dit ça, c'est que l'autre n'existe pas, c'est que l'image de moi en fait. C'est comme si c'est assez compliqué à comprendre quand on n'est pas psy ou des choses comme ça, mais déjà pour moi c'est compliqué, je ne suis pas psy en même temps. Mais en fait, ça me plaît quoi. Tu vois, il va vraiment idolâtrer. Et quand la personne va reprendre sa propre personnalité, et moi je l'ai vécu, je pense que tu pourras aussi le dire Sylvie, mais quand euh, je me rappelle ce gars au boulot, d'un seul coup, j'avais dit non, là, tu as fait n'importe quoi. Là. Enfin, je n'ai pas dit comme ça, mais en gros, j'ai dit là, tu as fait n'importe quoi. Donc là, il a repéré qu'en fait, j'étais pas de son côté. Et du coup, après, ce que fait un narcissique, c'est il va détruire sa proie, en fait. Il va vraiment inverser. Donc, il y a de l'enfant, mais de là à dire qu'il est toujours dans le positionnement d'enfant, je ne suis pas persuadé. Mais après, je ne connais pas tout. Par Non, contre, je ce qui est pense que tu as sûr, raison, il brouille beaucoup les cartes dans le sens où il tient des propos, il a des attitudes complètement contradictoires, il souffle le chaud, il souffle le froid, il dit une chose, il dit son contraire. C'est pour ça aussi qu'à un moment, les victimes sont perdues, parce que les victimes, elles sont souvent, comme tu dis, des personnes à l'origine équilibrées, des personnes qui ont une richesse intérieure. Et c'est bien ça que le pervers narcissique leur envie. Et donc, en fait, il va et puis, un peu comme un chat joue avec une souris, hein, c'est en les ça. repoussant dans un coin, dans l'autre. Et quand on lui dit, mais rappelle-toi, tu avais dit ça. Ah non, j'ai jamais dit ça. Hein, donc, effectivement, Voilà. ça induit une sorte de confusion mentale. On le voit bien Et en au plus, groupe de parole il, chez les personnes qui s'expriment. À un moment, elles le disent, je ne sais plus du tout où j'en suis. Je ne sais plus ce qui est vrai, je ne sais plus ce qui est faux, je ne sais plus si je l'ai vraiment fait, je ne sais plus si je l'ai vraiment dit. Et qu'en plus, on n'a pas de preuves tangibles, physiques de ça, et qu'on n'a que sa parole contre notre bonne foi, sachant que notre bonne foi, elle est en train de se faire démolir parce qu'on n'a plus du tout d'estime ouais, de soi et de confiance en soi, ouais. et bien finalement, on pèse plus très lourd quoi, par rapport Et à ces puis, vérités que le PN assène. et puis, il fait rentrer dans ce truc-là d'autres personnes. Parce que, enfin, je ne sais Aussi, pas oui. comment tu l'as vécu, mais c'est-à-dire que moi, j'ai une dame qui dit à sa mère, mais enfin, il n'est pas bon pour moi, et sa mère qui lui dit, mais si, il est parfait. Alors qu'elle, elle n'a qu'une vue extérieure, si tu veux. Donc, enfin, oui, 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 puis parce qu'on est dans le jeu des masques et que le pervers narcissique peut être très différent dans la relation qu'il a avec sa proie, comme tu l'appelles, et les autres personnes. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a un vernis de personnes très fréquentables, charmantes, adorables. D'ailleurs, souvent, quand vous interrogez l'entourage du PN, la plupart des gens l'adorent. Et c'est ah, bien pour ça que quand vous parlez de ce qui se passe dans la vraie vie avec lui, oui, personne ne vous croit. Parce qu'en fait, c'est vous la mytho ou le mytho. ouais, c'est ça. Personne ne le connaît sous ce jour-là, sauf vous, pour votre malchance en quelque sorte. Ah, c'est pour ça que c'est la différence avec le toxique simple, entre parenthèses. Enfin, la phrase, comme je te disais tout à l'heure, qui était un exemple, mais on l'a tous connu. Enfin, moi, je l'ai connu à l'inverse parce que j'étais maigre. Alors, j'avais mon lot de trucs, mais c'est mais mange. Bah oui, sans déconner, comme si je ne savais pas qu'il fallait que je mange pour que je grossisse, mais ça ne marchait pas. Euh, donc ça, c'est des choses là où plus ou moins, c'est pas fait volontairement pour faire mal, c'est inconscient. Ça fait mal, mais par contre, on ne le dit pas pour faire mal, on le dit parce qu'on a vraiment envie que la personne change, enfin change, parce que pour nous, c'est comme ça qu'elle serait mieux. Là, dans le cas du pervers narcissique, c'est autre chose. Il y a autre chose qui rentre en compte. Et c'est pour ça que je le. Alors, par contre, voilà, il se balade dans le sauveur, bourreau, victime. Hein. Ça, il y va. Hein. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de changer. Moi, je trouve que c'est plus le triptyque de Cartman qui est important que l'autre. L'autre que je vous ai montré par rapport à l'analyse transactionnelle, c'est pour vous dire qu'en fait, le moyen de changer, c'est de jouer sur l'émotion. Si vous jouez sur l'émotion, sur les sentiments, là, vous avez toutes les chances d'arriver à vous poser et du coup à sortir de ce cadre en fait du pervers narcissique. Je, je le prends aussi parce que voilà, c'est vraiment ce que j'ai vécu avec une de mes clientes, notamment une des premières qui était dans ce cadre vraiment du pervers narcissique. Et c'est en jouant sur ça, sur les émotions, que ça a changé. Donc, du coup, j'en viens justement à l'hypnose en accompagnement et pourquoi c'est si fort. Alors après, il n'y a pas que l'hypnose, hein, mais si vous y sentez attiré, ça peut être ça.
Parce que déjà, l'hypnose, c'est une thérapie de l'inconscient. Donc, en fait, c'est vraiment une thérapie de l'émotion, puisque l'inconscient, c'est celui qui gère nos émotions. Ceux qui connaissent le dessin animé Vice Versa, je vous invite à le regarder. Et ça parle, en fait, de tout ça. Toutes les émotions, en fait. Donc, c'est notre enfant intérieur. Et donc, l'hypnose, c'est purement ça, c'est retrouver son enfant intérieur et le chérir. L'hypnose, elle permet de couper les liens toxiques. Alors après, on peut le faire. Moi, par exemple, je connais des magnétiseurs qui le font, mais ce que j'aime bien dans l'hypnose, c'est que on est soi-même autonome. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'accompagne quelqu'un pour couper des liens toxiques, je vais lui laisser sa part de responsabilité, qui est 100%. Hein. Moi, je vais juste l'aider en lui disant, voilà, il y a la personne qui est là. On va vraiment aller chercher ce qu'elle ressent quand elle voit cette personne, et puis on va couper en fait les liens avec la personne. Et donc, en hypnose, on peut aussi travailler avec l'enfant intérieur sur les blessures. C'est sur ces fameuses blessures que le pervers vient appuyer. La blessure d'abandon, la blessure, je ne les ai plus en tête, et puis il est tard, donc je suis fatigué. De rejet, de trahison. Rejet, trahison. Qu'est-ce qu'il y a encore? Attends, abandon, rejet, trahison, humiliation. Ouais, c'est ça. Et il m'en manque une. Perverse. Perverse. Non, il n'y a pas perverse. Il n'y a pas perverse. Bon, ça m'échappe. On est là plein. Enfin, en tout cas. Merci. Injustice. Quelqu'un nous l'a mis sur le chat. Oui, merci. Injustice, oui, c'est ça. Donc, lui, il va aller vraiment chercher ça aussi. Hein. Donc, en hypnose, on peut travailler là-dessus et du coup, se reconstruire, c'est-à-dire sortir vraiment. Moi, j'ai des beaux exemples de personnes qui ont changé vraiment fondamentalement. Après, ça remet en cause des choses. Donc, du coup, forcément, ça peut être parfois un peu compliqué, mais en tout cas… Alors, je reformule, tu me dis si j'ai bien compris ce que tu as expliqué. En fait, le PN, le manipulateur pervers narcissique, ce qu'il recherche, c'est à provoquer en nous des émotions négatives en appuyant sur nos blessures. Yes. Et donc, si on travaille sur nos blessures de telle sorte qu'elles ne nous fassent plus réagir, quand il va remettre en place son petit stratagème là, pour essayer de nous faire ressentir ou l'abandon, ou le rejet, ou l'injustice, ou la culpabilité, ou ce qu'on veut, et qu'il n'y arrive pas, et ben en fait, ça va un peu désamorcer sa bombe, quelque part, parce qu'il n'obtient pas l'effet escompté, et au bout d'un moment, il va se lasser, en quelque sorte. Moi, j'aime beaucoup les images, et je vais t'en donner une. Imagine que tous les deux, on tienne une corde. Alors, on va prendre une corde, ouais. Imagine que… alors, plutôt une ficelle, tu vois, un fil, mais super fin. Tu vois, un fil de guitare, un fil… voilà. D'accord. Je prends ce truc-là et je fais ting. Ouais, voilà. Tu as vu la tête que tu as fait là ? Tu fais bien la guitare. Tu as vu la tête que tu as fait, le comme ça ? C'est-à-dire que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui sait… on a des expressions comme ça, c'est la corde sensible, tu sais faire vibrer la corde sensible. Mais si, par exemple, maintenant, je coupe cette corde entre nous et que je fais ting, mais ça ne devient plus, ben voilà. Tu vois, moi, j'aime beaucoup l'image, je trouve que ça parle beaucoup plus. Le pervers narcissique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le lien avec la personne et qui continuera à faire ça, mais qu'en fait, la personne, comme elle n'y est plus liée, elle fera non, moi, je ne sens plus ta perversion et je te remercie, mais je m'en vais. Tu vois, c'est ça qu'on va faire. D'accord. Donc ça, en fait, c'est ce que tu vas nous proposer dans l'atelier du mois de février, c'est ça ? Bien sûr, okay. Tout à fait. C'est là qu'on va rejoindre un peu le côté énergétique parce que ça vient taper sur les fameux chakras. Attends, finis ton diaporama, puis on parlera de l'atelier après. Ah bah c'est bon, c'était fini. Okay. Ouais. Alors, tu peux l'arrêter. Ouais, alors attends. Comme ça, tu vas revenir en partage d'écran. Voilà, parfait. Je vais me remettre en animatrice. J'étais très bavard. Voilà. Alors, voilà, j'allais vous le dire. Si vous avez des questions ou si vous voulez réagir par rapport à des choses qu'elle a expliquées, allez-y, vous pouvez vous exprimer sur le chat. Alors, quelqu'un nous dit, quand il sent qu'il n'a plus d'emprise, il risque de devenir plus violent. Ouais. Je donnerai un exemple comme ça, effectivement. Alors oui, parce que là, moi, j'ai souvent eu des exemples de personnes qui s'étaient déjà libérées en fait du lien.
C'est-à-dire que j'avais une personne, par exemple, qui était en instance de divorce avec lui, et en fait, à chaque fois qu'elle allait devant le jury, là, elle perdait ses moyens. Quand on a travaillé ensemble, on a coupé ça. Effectivement, elle y est allée. Elle a dit, bon, je veux ça, ça, ça. Elle a fini son truc. C'est ses enfants qui lui ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, maman, t'as changé. Euh, j'ai eu des gens avec effectivement, alors c'était plutôt un homme, hein, on n'en parle pas beaucoup, mais ça existe aussi, bien sûr. Bien sûr. Un homme avec une femme, je ne sais pas si on dit perverse narcissique dans ce cas-là. Et quand il a changé, elle n'est pas devenue violente, mais elle a dit effectivement, ah là, je sens que tu as changé et ça ne lui plaisait pas. Et c'est lui qui l'a, entre parenthèses, dégagé. J'entends ce que vous dites et effectivement, voilà, il peut devenir plus violent. C'est un peu chaud, là, délicat comme question. Parce que, Moi, en fait, ce que j'entends dans cette remarque, c'est qu'il y a toujours de la peur. ouais, Si je me défends, il va devenir… Donc, en fait, quand on dit ça, c'est qu'on a toujours l'impression que le exact. pervers narcissique peut nous atteindre d'une manière ou d'une autre, que ce soit verbalement, physiquement, juridiquement, Ouais. et qu'effectivement, tant qu'il y a cette peur, eh ben, il va garder le pouvoir sur nous. Alors, oui, c'est vrai que le risque existe, mais d'un autre côté, si on ne fait rien, il va quand même devenir de plus en plus violent. Et ça, on le voit bien justement dans les témoignages de personnes qui viennent au groupe de parole. Il y a des tas de victimes qui, en fait, obéissent au doigt et à l'œil à leur pervers narcissique ou leur perverseur narcissique, puisque, comme tu dis, il y a aussi des femmes. Et en fait, ce qui est triste, c'est que plus elles vont en fait dans le sens où le pervers narcissique ou là voudrait les emmener ou fait croire qu'il voudrait les emmener, et plus il leur reproche de ne pas faire ce qu'ils demandent. Donc en fait, c'est un piège qui est sans fin. Et si on reste dans cette idée, je ne dois pas le contrarier, je ne dois pas faire des choses qui vont le fâcher, il va peut-être devenir violent, et ben en fait, on n'est pas plus protégé que si finalement on prenait son courage à deux mains et qu'on l'affrontait, parce que de toute façon, s'il choisit de devenir violent, ça va se manifester à un moment ou à un autre, que ce soit dans la violence et la cruauté avec laquelle il va s'acharner sur nous, ou que ce soit dans la violence de sa réaction, quand effectivement il va se rendre compte qu'on n'est plus en son pouvoir et qu'il n'a plus ce truc du chat qui va jouer avec la souris. C'est vrai que ce qui est assez pertinent, parce que j'ai pu observer, c'était cette dame, je crois, qui m'avait dit, ou un autre, je ne sais plus, qui m'avait dit qu'en fait, on avait coupé ensemble, et du coup, le pervers narcissique s'est rendu compte qu'elle réagissait plus comme lui voulait, et il avait dit, je ne comprends pas, quand je fais ce que je faisais d'habitude, tu réagis plus pareil. Et j'avais trouvé ça très beau, parce qu'en fait, il s'était rendu compte lui-même. Donc, c'était bien la preuve qu'il le faisait volontairement, si tu veux. Parce qu'il se dit, bon, bah, je fais ce que je fais d'habitude, ça ne marche plus. Comment je peux faire maintenant? Et il n'arrivait plus, par aucun moyen, à l'attraper, en fait. Elle était libre. Et ça montre bien que ce n'est pas une relation d'amour, c'est une relation de manipulation. Parce que dans une relation d'amour, on ne dit jamais à quelqu'un tu ne réagis plus comme tu réagissais. Si, Ah, ouais. si on a peur qu'il ne nous aime plus. Mais en fait, on voit bien que là, on est dans la recherche d'un pouvoir ou comme tu disais, d'une domination de l'un sur l'autre. Et pas parce qu'en fait, dans quelle relation on demande à l'autre d'être notre jouet? Dans quelle relation on demande à l'autre d'être ce qu'on attend qu'il soit? C'est pas ça une relation d'amour. Enfin, je Non. crois. Ah bah, non, non, c'est pas. Enfin, sauf si c'est un jeu sexuel, mais non, c'est pas. Ouais. Même si c'est un jeu sexuel. Oui, même, oui, qu'est-ce que je dis en plus même. Ouais, ouais, non, tout à fait. Non, non, Ah, lapsus révélateur, Alain. non, je pense que je me voyais encore en cuir au soir. Alors, une remarque importante sur le Oui. chat, quelqu'un nous dit, le problème c'est que nous avons beaucoup de failles et donc nous avons l'impression que cela ne finit jamais et que quand on guérit une faiblesse, le PN réussit toujours à en trouver une autre. Ouais. Ouais, ouais, c'est. Alors ça, c'est le côté décourageant, j'ai envie de dire. Si on choisit de retourner ce que j'entends dans cette remarque, ça veut dire aussi que le PN est quelque part un excellent, comment dire, vraiment quelqu'un qui nous amène à travailler sur nous et sur nos failles, toujours plus profondément. Alors certes, d'une manière terrible et violente et très désagréable, mais effectivement, c'est comme si il nous poussait à aller chercher toujours plus loin et toujours plus profondément
la racine, en fait, parce que c'est ça, quand on dit il y a une faille et finalement ça suffit pas, il en trouve une autre, c'est qu'on n'est pas encore allé à la racine du problème. On a travaillé sur un peu comme des couches de tapisserie, hein, vous savez, quand on décolle une couche de tapisserie et qu'il y en a une autre dessous. Et c'est en ça, je trouve que l'outil d'Alain, l'hypnose, est un outil intéressant parce qu'il va aller chercher les problèmes à la racine dans l'inconscient. On sait bien que la plupart de nos failles, de nos difficultés d'adultes, elles se situent en fait dans notre enfance, dans les premières années de notre enfance, quand c'est pas même avant, hein, Ah de oui. l'ordre du prénatal ou de ce qu'on a vécu dans le ventre de notre mère. Et le fait de pouvoir accéder tout de suite à cet inconscient, je trouve que ça peut accélérer en quelque sorte le processus plutôt que d'aller chercher par l'analyse, par les souvenirs, par ce qu'on nous a raconté, et encore plus quand c'est du transgénérationnel, parce que quand c'est des choses qui remontent à des ancêtres qu'on n'a même pas connus et qu'on nous a peut-être même pas raconté, quand c'est je sais pas, je pense aux familles où il y a eu des secrets de famille, des familles où il y a eu de l'inceste, des violences sexuelles, des suicides. En fait, toutes ces choses dont on ne parle pas, elles continuent à nous imprégner et à se manifester dans notre histoire familiale. Donc, en fait, tant qu'on n'a pas retrouvé la clé, la fameuse clé qui était à l'origine du secret et de la faille, on n'a pas terminé le travail. Donc, en ça, on peut dire que le pervers narcissique, c'est effectivement quelqu'un qui nous incite à travailler sur nous intensément. Alors, il y a des moments, oui, où ça peut être très décourageant, mais pour autant, il ne faut pas se décourager. Parce qu'il faut quelquefois, comme je le disais, décoller plusieurs couches de tapisserie avant d'arriver à repeindre la pièce à neuf et d'obtenir ce qu'on espérait vraiment. C'est vrai, c'est du travail et c'est ingrat. Ça, je suis d'accord avec vous. Ouais, c'est vrai. Et souvent, quand on va se rendre compte que, et c'est la partie la plus compliquée, que quelque part, j'espère que je ne vais pas choquer trop, qu'on a notre rôle, nous aussi, à jouer là-dedans et que quelque part, on le laisse aussi venir. Quand on commence à travailler justement sur cette partie de soi qui laisse venir et pourquoi elle est là, justement, comme tu le dis, ça peut venir du transgénérationnel, des parents, une fois qu'on a compris ça avec ces trucs-là, cette racine-là, effectivement, on peut libérer beaucoup plus de choses derrière. Ouais. Il y a aussi quelqu'un sur le chat qui nous parle de la façon dont le PN Ouais. utilise les enfants. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose Ouais. qu'on entend beaucoup dans les groupes de parole. Alors, tu parlais des procédures de divorce. Comment le PN, en fait, monte les enfants contre le parent victime et comment il utilise les enfants aussi pour tenter de faire réagir la personne qu'il essaye d'atteindre émotionnellement. Ouais, j'ai eu ça. J'ai dernièrement, là encore, quelqu'un, effectivement, une dame qui élève sa fille. La pauvre est enfin, problème social vraiment, avec peut-être en plus toutes les choses qui se mettent en place via le Covid, tout ça. Alors, je ne critique pas ce qui se met en place, mais en tout cas, ça rajoute du stress aux enfants. Et effectivement, la petite disait, moi, je ne veux plus voir mon père. Et les avocats dans le divorce disaient, il faut que tu le vois. Moi, j'ai dit non, effectivement. Apparemment, enfin, ça l'a détruit de voir son père. Mais effectivement, ils utilisent l'enfant dans l'histoire. C'est très compliqué. Moi, j'aurais tendance à dire, enfin, non, j'aurais tendance à dire, je ne sais pas si je peux dire ça, mais que les enfants ont toujours le droit à tout âge de dire je ne veux plus voir papa ou pour l'instant tant qu'il est enfin, comme ça, parce que la petite, par exemple, voulait vraiment voir que le côté gentil de son père et pas l'autre côté. Elle était tiraillée là-dedans. Enfin, c'est vraiment moche, ouais. Et tout ça, on sait effectivement que c'est souvent il est dit que le père narcissique n'en a rien à faire des enfants et qu'en fait, il fait tout ça pour atteindre son ex-femme, des trucs comme ça. Euh, ouais, Ce genre de questions, moi, je pense que vous devriez venir la poser dans les groupes de parole de la VMPN parce que c'est une question qui revient souvent. Déjà, ça ouais. vous permettra de rencontrer d'autres parents qui vivent la même chose, qui pourront peut-être vous dire comment eux parlent à leurs enfants. Il y a aussi les thérapeutes partenaires de l'association qui seront là pour vous répondre. Il y a Claire Strulovici, l'avocate, qui pourra aussi, si vous êtes dans le cadre d'une procédure de divorce, vous dire comment vous pouvez utiliser ça pour le retourner éventuellement contre votre PN. Et de mémoire, puisque c'est quelque chose que j'entends quand même assez régulièrement à ces groupes de parole, ce qu'on recommande souvent aux parents, c'est d'expliquer à leur enfant que oui, le PN, il a son discours, il a son avis, ça c'est l'avis de papa ou de maman, hein, si c'est maman la PN, et puis moi je suis d'un autre avis. Donc en fait, pas se positionner Ouais, en c'est tant ça. que
je m'oppose au PN, ton père est un con qui te raconte n'importe quoi, parce que ça, c'est encore être dans l'émotion. C'est voilà, ça, c'est la vérité de papa. Voilà comment moi, parce que là, justement, on parle comme adulte, voilà comment moi, objectivement, je vois les choses. Moi, je pense que papa fait ceci. Alors, pas en termes de vouloir démolir l'autre comme lui, il essaye de vous démolir. On n'est pas dans un processus de revanche, mais plus dans l'idée de poser les choses à plat, expliquer que ça, c'est la vérité de papa. Maman, elle a une autre vérité. Et après, toi, tu es un enfant et tu as le droit d'écouter ces deux vérités. Et je pense que ce qui est important aussi d'expliquer à l'enfant, c'est qu'il n'est pas obligé de prendre parti. Si tu crois ce que dit papa, ça ne veut pas dire forcément que tu détestes maman. Si tu crois ce que dit maman, ça ne veut pas dire forcément que tu n'aimes plus ton papa. Papa et maman, ils ont un différent entre eux. Ils ne sont pas d'accord sur certaines choses. Mais pour autant, quand tu choisis d'être d'accord avec l'un ou l'autre, ça ne veut pas dire que tu trahis le deuxième. Parce qu'en fait, l'enfant, il est là-dedans aussi. Il est au confluent de cette lutte. Et puis, quelquefois, il est jeune. Et il faut vraiment qu'il réussisse à se positionner et à se construire au milieu de tout ça. Et puis, il peut y avoir des frères et sœurs en plus. Ça peut déchirer une fratrie. Ça peut être une partie des enfants qui défend le PN et une partie des enfants qui défend l'autre parent. Donc, c'est vraiment compliqué. Et alors, pour répondre sur les groupes de parole, puisque les gens me posent la question sur le chat, donc les groupes de parole se font tous les 2 mois, un mois en présentiel à Saint-Étienne, où la VMPN a son siège. Et quand ça n'est pas en présentiel à Saint-Étienne, c'est en virtuel via la Web TV. Donc, comme ce soir, on est sur Zoom. La seule différence, c'est que ces séances-là ne sont pas enregistrées et pas diffusées et que donc, vous pouvez vous exprimer en toute confidentialité. Et surtout, ce que je trouve important, c'est que ça vous permet de rencontrer d'autres gens qui sont en fait dans les mêmes difficultés, la même problématique que vous de relations toxiques. Certains avec une histoire différente. Alors, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une solidarité qui se met en place entre les gens. Ceux qui sont déjà un petit peu plus avancés dans le processus de libération peuvent donner des conseils à ceux qui sont qu'au début. Et vraiment, je trouve que c'est important, en fait, parce qu'on se sent tellement seul souvent quand on est dans cette relation de PN où on est en train de se faire démolir et où tous les jours, on a l'impression qu'il y a un petit morceau de soi qui est encore en train de se désagréger et qu'on tombe encore un peu plus bas, et de savoir que finalement, non, on n'est pas tout seul. Il y a plein de gens, je peux vous dire qu'on est nombreux, on prend 15 personnes maximum et on refuse toujours du monde. Donc, vous n'êtes vraiment pas tout seul. La VMPN est contactée par des gens dans toute la France. Et en plus, ce sont vraiment des professionnels, que ce soit les thérapeutes, les avocats, les personnes du bureau de la VMPN qui vous conseillent et qui vous écoutent. C'est vraiment des gens qui ont une expérience dans le domaine et je pense que vous pouvez vous reposer sur eux. Et Sylvie, oui. Je reprendrai, je vais mettre directement dans l'exemple, mais quand je vois la question de Céline qui dit comment apprendre à nos enfants à se protéger et leur ouvrir les yeux, on est sur le sauveur. Alors, c'est tout à fait logique parce qu'en plus, c'est nos enfants, hein, donc on a envie de les protéger. Mais leur ouvrir les yeux, bah oui, mais du coup, qu'est-ce qui se joue en moi là si je veux leur ouvrir les yeux par rapport à mon conjoint qui est pervers narcissique, c'est que je veux les sauver, leur montrer la vérité. Il vaut mieux effectivement amener par des explications, des choses comme ça pour qu'eux-mêmes se rendent compte. Ouais. Enfin, je voyais justement l'exemple pratique là. Alors, attends, j'avais encore une autre question que je voulais lire. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres clés que l'hypnose? Quelqu'un qui demande, avez-vous d'autres clés, voilà, avez-vous d'autres clés que l'hypnose pour se libérer d'une relation toxique ou d'autres, je ne comprends pas là, ou d'exemples, ou peut-être d'autres exemples. Tu avais dit que tu donnerais effectivement des exemples de gens que tu avais accompagnés en thérapie et qui étaient dans cette déjà, est-ce qu'il y a d'autres clés que l'hypnose? Oui, il y en a. Par exemple, là, ce que je vous ai présenté peut aider, hein, justement, le triangle de Karpman. Il y a des groupes, des groupes on appelle ça, ou de la communication non violente aussi. Il y a des groupes en fait où on pratique ça en mode un peu théâtre entre nous et du coup on se met dans les rôles pour repérer ce genre de choses. Ça aide déjà à quelque part prendre conscience et puis surtout prendre de l'assurance pour savoir en parler. Après, moi, je fais de l'hypnose, donc c'est un peu compliqué pour moi. Non, mais effectivement, toi, tu es là pour parler de tes outils
Comme je l'ai dit, il y aura d'autres conférences et d'autres ateliers avec d'autres thérapeutes. On a avec nous dans les groupes de parole Muriel Duic, qui est aussi partenaire de la VMPN, qui elle travaille avec 2 outils très complémentaires qui sont la psychanalyse et les soins énergétiques. Ben Donc voilà, elle a vraiment une double casquette et je peux vous dire qu'elle est aussi très pointue. ouais. Et puis, vous verrez au cours des ateliers, on va vous présenter d'autres personnes. Je pense notamment à Rebecca Colas, qui travaille avec les huiles essentielles, qui a une formation de naturopathe, donc qui, elle, va vous aider plutôt en vous conseillant des produits naturels qui vont vous aider à calmer vos émotions, à vous sentir moins anxieux, à être moins dans la confusion mentale. Voilà, on va travailler aussi, on a un projet d'atelier avec Martine Scasotto, qui est sophrologue et qui, elle, va proposer quelque chose autour des violences sexuelles, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, malheureusement, dans les groupes de parole. Parmi ces personnes victimes de PN, il y a beaucoup de personnes qui ont personnellement ou dans leur famille une histoire avec les violences sexuelles, et Martine a elle-même vécu différentes formes de violences conjugales et sexuelles. Aujourd'hui, elle est thérapeute, elle a dépassé tout ça et elle est justement, je trouve, tout à fait armée pour accompagner ces personnes dans leur guérison, parce que justement, elle sait par où elles sont passées. Donc, il y aura ça. Et puis, je pense aussi à un atelier qui est prévu avec Nicole Lemoine. Alors, elle a encore un autre profil. Elle est ostéopathe, mais elle pratique aussi la médecine chinoise. Et elle, quand je lui ai parlé du projet, elle m'a dit, moi, je voudrais proposer un atelier autour de retrouver sa valeur, parce qu'on se rend compte que chez les victimes de PN, j'ai des frissons en vous le disant, souvent le problème principal, c'est que ce sont des gens qui ont perdu totalement l'estime de soi et la confiance en eux. Et je pense que c'est vraiment là qu'il faut aller pour les aider, en fait, retrouver le sens de sa valeur. Parce qu'effectivement, si on pense qu'on n'a pas de valeur, eh ben, on ne va pas demander à être respecté, on ne va pas poser de limites et on va retomber dans toutes les problématiques qu'on a évoquées plus tôt. Oui, moi, ce que j'ai pu observer effectivement par rapport à la question aussi, déjà, je trouve qu'il y a des exercices, par exemple, tu as les petits bonhommes allumettes, hein, qui est un moyen de couper les relations. Je trouve que quand c'est aussi profond que là, et aussi émotif finalement. C'est pas comme, tout à l'heure je vous prenais un exemple, par exemple, je vais avoir un accrochage avec quelqu'un en voiture, je vais faire les petits bonhommes allumettes, ça va être fini. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la chose qu'on peut faire en hypnose, mais avec un papier, on coupe les liens et effectivement, on brûle, ça part. Quand c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on est en train d'évoquer, c'est vraiment ce truc, un lien très particulier. Se faire accompagner par quelqu'un, c'est, je trouve, beaucoup plus important parce que il va y avoir aussi, et ça arrive, hein, moi j'ai pu l'observer chez des gens, le truc de dire mais en fait, il n'est pas si méchant que ça. Parce que tu vois, la personne est encore dans donc quand vous me dites couper les liens, je ne veux pas non plus ne plus le voir. Tu vois, enfin, il y a vraiment un mélange qui se crée. Moi, j'en discute, j'arrive à expliquer un peu le phénomène. Et les exemples que j'ai, surtout, c'est plutôt ça, hein. C'est plutôt l'exemple que je vous ai donné de la femme qui a sa mère qui va lui dire: ah, tu as encore pris du poids. J'avais un mari aussi qui disait à sa femme: mais tu ne manges pas, tu t'empiffres. Tout ça, c'est des choses faciles à couper, mais il y a de l'émotionnel. Donc, souvent, se faire accompagner par un professionnel. Effectivement, je pensais, quand tu disais aussi à la kinésiologie, que le corps. Oui, à l'EFT, il y a plein de méthodes en fait qui peuvent Ouais. fonctionner. Ce qu'il faut, c'est aller vers ce qui nous attire. Effectivement, c'est l'hypnose. Je vois aussi une question sur. Je vais la lire après, j'attendais que tu répondes. Mais je pourrais vous donner plein d'exemples, mais moi, j'ai beaucoup plus d'exemples de choses, pas autant que le pervers narcissique, mais de toxicité, en fait. Des phrases dites, des petites phrases, des tout petits trucs, mais qui peuvent détruire complètement des gens, en fait. J'ai des exemples aussi de personnes qui commencent à réussir à réduire le tabac et elle rentre chez elle, elle dit c'est super, et sa femme lui dit bah, encore faut-il que ça marche, tu vois. Donc, c'est des petites choses, mais c'est ça la toxicité, c'est pas. Alors, puisque tu parles de petites choses, on va aussi parler des grosses ou des grandes choses, parce qu'il y a quelqu'un qui pose une question que je trouve importante à aborder sur le chat par rapport à ta spécialité qui est l'hypnose. Une personne nous demande si l'inconscient bloque des choses liées aux blessures parce qu'on n'est pas prêt à les recevoir, n'est-il pas dangereux que l'hypnose aille fouiller cela? C'est vrai que c'était aussi une des questions que je me posais.
La première fois que j'ai fait la séance avec Alain, il y avait ce côté, Ah, non, est-ce qu'il ne va pas prendre le pouvoir sur moi, hein? On a un peu cette là, ouais. image du gars, et confiance, hein, vous connaissez dans le livre de la jungle, On peut le voilà. faire. Donc il y avait ça, et puis il y avait, mais finalement, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on va trouver? C'est bien beau d'aller dans la cave, mais qu'est-ce qu'on va trouver là dans le noir? Et surtout après, si ça réveille un truc pas sympa, qu'est-ce que je vais en faire quand je vais me retrouver toute seule et que le thérapeute ne sera plus là? Alors, toi qui as beaucoup de pratique avec ça, Alain, comment ça se passe? Alors déjà, l'inconscient, il n'est pas bête. C'est-à-dire que s'il bloque des choses, il les gardera bloquées. Même C'est-à-dire, avec l'hypnose. ah oui, on peut pas forcer. C'est comme s'il y avait un coffre, mais j'avais pas la clé. Donc il mettra toutes les barrières qu'il faut pour pas les ouvrir. Je peux donner un exemple comme ça, effectivement, et tu as donné une excellente phrase. La cave, parce que la cave, c'est vraiment l'endroit de Jung, et donc en hypnose où on va cacher toutes les choses qu'on veut pas voir. Et j'avais cette cliente qui me dit non, non, j'y vais pas. Alors moi, du coup, mon job, c'est d'essayer un peu de recommencer en trouvant une autre solution, en disant peut-être que ça peut être une version de toi qui y aille. Ah non, la personne ne voulait pas y aller. Donc finalement, moi, je n'aime pas forcer. Au bout de 3 fois, je dis c'est fini, tant pis, on va ailleurs. On est allé dans le grenier, on est passé par le toit, on est monté sur un dragon et ce dragon a brûlé toute la maison. Et au moment où elle brûle toute la maison, et moi je sentais venir le coup parce que le dragon, c'est la purification, c'est le feu, elle me dit, est-ce que le monsieur qui était dans la cave, il a bien brûlé aussi? L'inconscient avait en fait avait fait son chemin, tu vois. Et j'ai su que du coup, alors quand on est sorti de la séance, je lui ai dit bon bah excusez-moi, enfin excusez-moi, je sais plus comment je l'ai dit, mais je dis moi j'étais embêté parce qu'on n'avait pas parlé qu'il y avait un souci. Et elle m'avait dit bah non non ça va. Le plus embêtant c'est que ça faisait 10 ans que j'avais fait une psychothérapie, je pensais que c'était fini quoi. Et donc l'inconscient, bon déjà, il va tout représenter d'une manière très caricaturale, très Disney, tu as pu le voir hein, pendant nos séances, c'est très imagé, c'est jamais aussi moche que dans la vérité, enfin que dans la vraie vie. Et vraiment, s'il veut les garder pour lui, il les gardera pour lui, ces choses. On Ben, pourra toujours… effectivement, maintenant que tu le dis, ça me revient que pendant la toute première séance que j'ai faite avec toi, on a eu ça. Tu as voulu m'emmener à un endroit, alors je crois que c'était dans le château, je ne voulais pas aller dans le château. Et voilà, tu as bataillé comme ça 2, 3 fois et finalement, on est parti autre part. Et je crois que tu as fini en me disant, C'est ça, là, ouais. ton inconscient, il est en train de jouer au plus fin. Pour aujourd'hui, il vaut mieux arrêter là parce qu'on n'arrivera pas à le coincer. Non, Donc non, il voilà, faut je peux pas. témoigner qu'effectivement, quand on n'est pas prêt, Alain ne nous force pas déjà. Non. Ensuite, comme je le disais, on est complètement conscient pendant toute la séance d'hypnose. C'est un peu comme un état de relaxation guidée. Donc, vous n'oubliez pas votre corps, vous n'êtes pas, voilà, vous êtes dans un état, je vais dire, de relaxation avancée. Certains appelleraient ça un état de conscience modifié, qui vous permet effectivement d'accéder à une certaine zone de votre personnalité. Mais en aucun cas, vous n'êtes inconscient. Et surtout, jamais Alain ne va vous dire fais ci, fais ça. Et surtout, vous forcez à le faire si vous lui dites je ne veux pas le faire. Ah non, surtout pas. C'est contre. Mais alors, est-ce que l'hypnose accélère les choses, nous demande Bianca. Ah, l'hypnose accélère les choses, ouais. Alors, oui, pardon, dans quel sens du coup? Parce que l'hypnose, moi, j'ai 2 clients qui me disaient cette juste phrase, l'hypnose, c'est un peu comme un sachet de thé, je le mets dans l'eau, il se diffuse dans le temps. C'est-à-dire que, alors, ça accélère les choses, c'est-à-dire que ça peut, déjà, on peut que se sentir bien après une séance d'hypnose. Après, accélérer, ça dépend dans quel sens vous l'entendez, parce que… Parce qu'on disait, finalement, l'inconscient ne va pas révéler ce qu'il n'est pas prêt à révéler. Donc peut-être la personne se dit, mais alors, en quoi est-ce que l'hypnose est plus puissante qu'un autre outil, puisque finalement, même si elle va dans l'inconscient, elle ne pourra pas forcer l'inconscient à dire ce qu'il ne veut pas dire. Ouais, mais il trouvera toujours quelque chose à changer qui fera qu'elle se sentira mieux quand même. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que moi, si je me souviens de la séance avec le château, où effectivement je ne suis pas allée, j'ai quand même retiré des bénéfices de cette séance. Alors peut-être qu'on n'est pas allé exactement sur la problématique que j'avais posée au départ, mais je peux quand même témoigner que chaque séance m'a fait avancer. Et puisqu'on parle de chaque séance, quelqu'un demande aussi combien de séances tu conseilles. Alors je pense que ça dépend de la personne et de la problématique. Ah bah ouais, alors après, en moyenne, c'est 3 séances. Et Et quel l'intervalle, intervalle aussi? Quelqu'un me demande quel intervalle il faut faire entre 2 séances. en général, on laisse 2 semaines, le temps que l'inconscient, justement, intègre bien les choses, fasse le changement. Parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une crise de guérison. On en a parlé tout à l'heure ensemble, oui. Alain Euh, nous a fait récemment
Vous ne faites pas de crise de guérison, c'est pour ça que je De temps en temps, ris. Donc, j'aime comme bien. vous voyez, hein, personne n'est épargné. Ah non, bah, j'adore le mot, crise de guérison. Là, c'est un truc quand on dit aux gens. Non, c'est le corps qui lâche avant d'aller mieux, en fait. Donc, on le connaît tous quand on fait de la psycho, des choses comme ça. Donc, en général, ouais, 3 séances, c'est bien. Et puis, un intervalle de 2 séances, ouais. De 2 semaines. Alors, comme il n'y a plus d'autres questions, est-ce que tu veux peut-être nous dire un mot justement de cet atelier que tu vas proposer alors, j'ai plus la date en tête, je crois que c'est le 9 février, si j'ai bonne Donc, c'est mémoire, mais ça, peut-être je me trompe. Donc, Donc, il y a effectivement les séances individuelles avec Alain, sur lesquelles vous pouvez travailler sur vos problématiques propres. Et puis, on a décidé de vous proposer un atelier en groupe le 9 février sur le thème, comment tu avais appelé ça, Alain? Se libérer des relations toxiques, ouais, c'est c'est ça. ça? Où justement, ce que tu proposes aux gens, c'est de couper le lien ou les liens. Alors, je pense que c'est avec une personne, parce qu'on ne peut pas faire plusieurs personnes à la fois. Alors, on en avait parlé, en fait, on peut faire à plusieurs personnes. La complexité de l'exercice, c'est si ressort quelque chose et que j'ai besoin de gérer pour accompagner. Si vous avez une particularité, forcément, enfin, une particularité. Comme on disait tout à l'heure, si par exemple vous avez des choses très personnelles à partager, je ne pourrais pas y répondre en groupe, sauf si vous avez je ne sais pas comment le dire, mais si vous avez l'envie de le dire devant tout le monde et que ça gêne pas. Non, c'était pas ça le sens de ma question. C'est est-ce que la personne peut couper les liens avec une seule personne? Alors, je sais pas, admettons que c'est son patron, elle peut couper les liens avec son patron, ou est-ce qu'elle peut faire l'exercice en même temps en disant, ben, en fait, j'ai des liens toxiques avec mon patron, avec mon conjoint et avec mon père, par exemple. Alors, Donc, on peut couper avec tout ça et moi, je ferai de toute façon pendant la séance, effectivement, en sorte qu'il y ait plusieurs personnes. S'il n'y a qu'une personne qui vient, ce sera une seule personne, tu vois. Et la personne, au pire, attendra. Mais d'accord. oui, par contre, c'est un exercice que je souhaite offrir, proposer, parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental et qui nous permet de nous libérer, quoi. Et alors, j'ai une personne aussi qui demande, conseillez-vous une thérapie plus classique en parallèle de l'hypnose pour encaisser ce qui peut ressortir? Alors, pour en rester sur l'atelier, dans un premier temps, on a décidé qu'on ne proposerait cet atelier, en fait, pas en replay, qu'on ne le proposerait qu'avec les personnes présentes le jour J, justement pour vous aider à encaisser, comme vous dites, ce qui pourrait sortir et que vous ne vous retrouviez pas après lâché dans la nature si vous faites l'atelier en replay et puis que ça vient toucher quelque chose qui vous secoue vraiment. Alors, même si c'était le cas, vous avez toujours la possibilité après de recontacter Alain en privé pour qu'il vous Ah aide. oui, Mais le but, c'est vraiment de faire la séance ensemble et s'il y a des émotions qui sortent, de les accueillir ensemble, de vous laisser partir tous apaisés et en sachant aussi que si quelque chose remonte dans les jours qui suivent, parce que je crois, si j'ai bonne mémoire, Alain, que ça peut quand même agir sur plusieurs jours, oui, bien sûr. que vous avez la possibilité, bien sûr, de contacter Alain pour lui Oui, parler oui, je suis de là ce pour qui passe. Alors, elle nous demande si c'est une séance d'hypnose collective. Bah oui. Oui, c'est Bon, on ça. peut dire comme ça. Moi, j'appellerais ça une séance de coupage de liens collectif. Mais alors, peut-être tu peux parler un petit peu de la manière dont tu pratiques l'hypnose, parce qu'on en a déjà parlé dans différentes émissions, mais que les Ah gens oui. n'ont pas forcément vu. Moi, ce que j'aime dans Une la... particularité. Pardon? J'ai une particularité, en fait. Voilà, je vais te laisser le dire toi-même. Oui, alors attends. D'abord, je réponds à la personne qui dit, et ensuite, est-ce qu'on peut le faire tout seul? Donc, pour les personnes qui auront fait cet atelier, couper les liens, vu qu'eux auront le replay, est-ce qu'ils pourront le refaire tout seul ou est-ce que tu ne le conseilles pas? Si, ils peuvent le refaire tout seuls. Oui, oui, il n'y a pas de D'accord. souci. Je voudrais répondre à la question aussi au-dessus parce que on n'a pas répondu, J'en en ai fait. zappé une. Tu sais, conseillez-vous une thérapie plus classique en parallèle de l'hypnose? On n'a pas vraiment dit. Alors, vas-y. Alors, la grosse différence, par exemple, entre l'hypnose et la psychothérapie, je vais pas vexer je vais vexer certains psychos. Les psys, ils vont avoir tendance à aller chercher le pourquoi et puis travailler dans votre passé pour aller vraiment comprendre ce qui se passe avec vos parents, avec des choses comme ça. Donc, c'est bien parce que du coup, on a le pourquoi et on peut vraiment comprendre des choses. Et puis après, quand on veut passer en hypnose, c'est plutôt pour aller dans l'action. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller dans le comment on va s'en sortir, comment on va évoluer, tout ça. Donc, c'est souvent bien d'avoir effectivement en parallèle une thérapie plus classique. Après, si c'est pour encaisser ce qui peut ressortir, bon, bah déjà, c'est un choix personnel. Vous pouvez très bien aller voir un psy, il n'y a pas de souci. Après, quand vous voyez accompagner sur ça, hein, voilà. Moi, j'ai fait pas mal de psycho. Je ne vois pas la grosse différence entre un autre thérapeute et un psycho. Ils ont des compétences différentes parce ils ont appris.
dans des grandes écoles et tout comme ça, mais on peut parler nous aussi, quoi, si c'est juste ça. Oui, tout dépend en fait de ce qui va Tout dépend de remonter. ce C'est qui sûr que sort. si vous tombez sur quelque chose de lourd, comme je disais, si vous Ouais, tombez sur je sais pas, sur des violences sexuelles, sur ah, un drame, vraiment quelque chose de très très lourd, c'est ça. il y a des chances que vous aurez besoin de vous faire accompagner par autre chose que Oui, l'hypnose, par une thérapie où il y aura de la parole ou peut-être de l'art-thérapie, enfin, oui, c'est suivant ça. ce qui vous correspond. Après, si on est sur des émotions de l'enfant intérieur, là, je pense que le travail que fait Alain est suffisant en fait. Ah oui, moi je suis habitué aussi à accompagner les gens. Bon, enfin, c'est jamais très très violent, hein, parce que c'est plutôt d'ailleurs un plaisir de retrouver son enfant intérieur, hein. Parce que souvent, quand on est victime de pervers narcissiques, cet enfant intérieur, il n'est pas très très joyeux. Donc, le revoir joyeux, ça peut être très très bon. Alors effectivement, c'est vrai qu'on peut-être comme on parle d'hypnose, vous imaginez quelque chose d'assez, je sais pas comment dire, d'un peu sévère, hein. Ouais. Alors les séances avec Alain, je peux vous dire, c'est très ludique. Moi, je dis toujours, je suis quelqu'un qui a un cerveau de 4 ans, donc je peux vous dire que si c'était un truc sévère et rasoir, je l'aurais pas fait. Et effectivement, de vous retrouver avec votre enfant intérieur qui va vous emmener dans son monde. Alors il peut y avoir des dragons, des sorciers. Ah, Enfin, ouais, c'est un univers, comme il disait, très Disney, ah où ouais, tout ouais. est symbolique. Du coup, c'est pour ça aussi que c'est pas vraiment dramatique, parce que même quand vous voyez une figure qui incarne votre peur, par exemple, c'est vraiment comme si vous étiez en train de regarder un dessin animé, et vous savez bien que vous êtes l'adulte en train de regarder ce dessin animé, vous Ah n'êtes ouais. pas plongé dedans. Voilà, donc je trouve pas que ce soit une expérience traumatisante, en tout cas pas d'après les séances que j'ai faites avec lui. Et puis, attends, il y avait une question encore de quelqu'un qui Question demandait si la excellente. distance ne pose pas de problème. Donc, pour vous donner une idée, Alain, il est à Ouais. Paris, moi, je suis à Luxembourg. Et Oui. alors, on a fait les séances absolument sans difficulté. Donc, non, la distance ne pose pas de problème. Il vous faut juste une caméra et un micro comme ceux que Ouais, vous c'est avez une bonne aujourd'hui. connexion, mais aujourd'hui, Peut-être même par téléphone. Il me semble que tu le fais au téléphone aussi, non? oh, je serais capable de le faire. Après, j'aime bien avoir en visu la personne. D'accord. Alors, j'aime bien la dernière question aussi, elle est excellente. Y a-t-il des mauvais hypnothérapeutes avec un risque pour les patients? Oui, Alain. Non, mais C'est pour ça que je vous le présente. non, Non, je blague. et encore, là, j'ai pas ma toge et tout. Non, non, mais oui, bah, moi, vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais j'ai jamais eu confiance aux autres hypnos. J'ai confiance aux autres hypnos depuis que j'en forme. Et je sais que ces gens-là, j'ai confiance en eux. Après, j'ai envie de dire, j'aime bien ramener toujours ça un petit peu à ça, mais bon, les mauvais, les bons chasseurs, c'est autre chose. Mais il y a aussi des mauvais plombiers et des bons plombiers. C'est juste que bah, dans le cas de l'hypnothérapie, il y a la différence qu'on va parler de choses très personnelles. Et, euh, et oui, il y a des. Je ne sais pas si c'est mauvais hypnothérapeute, parce que dans le boulot, ils ne seront pas mauvais, mais la personne, fondamentalement, ne sera pas bonne. Parce que c'est difficile de dire Je comme pense que ça. tu l'as bien dit, c'est comme dans tous les métiers, tu as des gens très Ouais, consciencieux et qui vont avoir comment on appelle ça, une déontologie ou ouais, c'est ça. une intégrité. Et puis tu as des gens qui vont être des filous et qui vont essayer d'arnaquer le client, quoi. Donc Oui, voilà, moi je vous le dis, je l'ai dit, mais je vais le redire puisque vous avez l'air d'avoir des doutes. J'étais vraiment très sceptique par rapport à l'hypnose. C'était quelque chose qui m'attirait vraiment pas. J'avais en fait beaucoup d'hypnothérapeutes qui avaient déjà croisé mon chemin, puisque j'ai beaucoup de thérapeutes qui interviennent sur ma web TV. Et jusqu'ici, j'avais jamais eu l'élan d'inviter un hypnothérapeute parce que c'était un truc qui m'inspirait pas confiance. Et c'est vraiment quand j'ai rencontré Alain sur une problématique complètement différente, puisque c'était à travers le harcèlement scolaire, qui est une thématique qui nous touche tous les deux. On a fait une émission ensemble sur le harcèlement scolaire. Et c'est après cette émission que je lui ai dit, eh ben, écoute, je crois que je vais tenter une séance avec toi, mais parce que c'est toi. Parce que franchement, ça n'aurait pas été Alain, je crois que j'y serais pas allée. c'est cool ça. On s'est bien amusé. J'avoue. Non, mais après, voilà, mais je comprends tout à fait cette peur parce que c'est. Et justement, je dis souvent aux gens, parce que moi, les premières séances que je fais, je ne fais que parler, parce que j'explique ce que c'est que l'hypnose, parce que je veux vraiment que la personne, il y ait un lien qui s'installe, qui soit de confiance. Et quand on va chez un hypnothérapeute et qui vous dit direct, asseyez-vous, on va commencer, bah, c'est là que vous pouvez vous dire, bon, bah, voilà, ça ne peut pas passer, quoi. Ouais.
il me semblait que je voulais demander encore quelque chose. Après, avec un risque, bon, bah, le risque, c'est que la personne ne soit pas cool, quoi. Mais l'idée de créer des faux souvenirs, des trucs comme ça, c'est un truc, c'est un fantasme de l'hypnothérapie, ça. D'accord. Ou faire des choses. Il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu peux faire l'amour à quelqu'un comme ça, là? Je dis, bon, non. Non, je pense que comme tu le disais, c'est un peu à cause de cette déformation qu'on a eue de l'hypnose à travers les trucs un peu à grand spectacle, où tu avais des mesmers et des gens C'est qui faisaient faire des volontairement choses spectaculaire. voilà, complètement sous leur contrôle. Mais ce n'est pas du tout ce Il y a, type d'hypnose-là que tu pratiques. alors, il faut savoir que cette hypnose-là, c'était l'hypnose de base en 1800 et quelques, hein. Si vous regardez le bal des folles, vous le voyez, l'hypno qui fait ça. Il fait comme ça, là, dort. Et du coup, me revient qu'on n'a toujours pas dit aux gens quelle était ta spécificité de comment tu pratiques l'hypnose. Alors, je pratique au tambour, c'est-à-dire que le tambour permet à cet intérêt de lâcher prise facilement et d'aller en état d'hypnose assez facilement. Donc, c'est un outil musical que j'adore, moi. Enfin, je pense que Sylvie, tu peux témoigner. C'est une particularité parce qu'en fait, les Canadiens qui m'ont formé, à la base, étaient chamans. Et le chaman, c'est aussi le spécialiste des états de conscience modifiés. Donc, du coup, ben, l'hypnose est assez proche, hein, Alors, quelqu'un nous demande, peut-on ne pas être réceptif ou réceptive à l'hypnose? c'est impossible parce qu'en fait, l'état hypnotique, l'état d'hypnose, c'est l'état dans lequel on est quand on va s'endormir, entre la phase de réveil et de sommeil. Donc, en fait, bah, si on n'est pas réceptif à l'hypnose, c'est qu'on n'a jamais dormi de notre vie. C'est grave. J'aime bien cette phrase, mais elle est parlante. Après, votre réceptivité va dépendre, et on revient sur la question précédente, va répondre du lien que vous aurez avec l'hypnothérapeute. Si vous vous sentez à l'aise, la réceptivité, elle sera très rapide. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise, bah, vous ne vous laisserez pas aller. C'est tout. De toute façon, pour ceux qui veulent avoir un aperçu, il me semble que sur ta chaîne YouTube, tu me dis si je me trompe, tu avais mis des vidéos où tu proposes justement, alors je ne sais plus s'il y a une séance de micro-hypnose. Je sais qu'il y a une séance d'auto-hypnose que tu avais faite. J'en ai mis plusieurs, ouais, j'en ai mis pour dormir, ouais, j'ai mis des choses. Voilà, et je ne sais plus si dans l'émission qu'on avait faite ensemble où tu parles justement de ta pratique de l'hypnose, on avait fait écouter aux gens le tambour, je ne crois pas. Je ne sais plus, mais Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur la pratique d'hypnothérapeute d'Alain, on a fait une émission ensemble qui est en replay, qui s'appelle Oser sa liberté sur ma chaîne et puis sur la sienne, sa chaîne YouTube. Elle est au nom d'Alain Beau. Elle a quel nom ta chaîne? oui, elle est à mon nom, ouais. Tout à fait. Voilà. Donc vous avez plein de petites vidéos que Alain vous a faites sur toutes sortes de sujets d'ailleurs. Vous Oui, même pouvez aller des fois, jeter un œil. quand mes clients viennent, et puis je me dis, tiens, je vais faire ça, je l'ai fait du coup, pour que les gens puissent goûter justement un petit peu. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi ou au tambour. Est-ce que la personne peut ne pas être réceptive à l'hypnose ou au tambour? Ah oui, pardon. Alors là, celui qui n'est pas réceptif au tambour, je ne l'ai toujours pas trouvé. En fait, les gens qui ont peur de ne pas être réceptifs à l'hypnose, je leur dis, bon, on va faire du tambour. Et alors là, moi, j'ai des adeptes du tambour qui m'envoient même leurs enfants en disant, maman, elle adore ton tambour, tu pourrais m'en jouer un peu. Et moi, c'est toujours avec plaisir. J'ai envie de vous dire, de toute façon, le meilleur moyen de le savoir, c'est de venir essayer. Comme dit, on vous propose cet atelier le 9, vraiment à tarif préférentiel, puisqu'on l'a mis à 22 €, alors que normalement, les ateliers sont à 50 et les séances individuelles avec Alain sont à combien? 70? 80, je sais pas. Ouais. Combien? Je n'ai pas entendu. 80. 80, voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'occasion de venir expérimenter l'hypnose et le tambour. Alors, certes, c'est en groupe, mais ce ne sera peut-être pas un gros groupe, on ne sait pas. Et puis, voilà, ça vous engage à rien d'autre qu'à venir essayer. Et libre à vous ensuite d'y revenir en séance individuelle si vous avez envie d'aller plus loin et que ça vous a plu. Et après, si ça ne vous a pas plu, eh ben, c'est une expérience que vous avez faite. Vous savez que ce n'est pas ce type de thérapie qui vous correspond et que peut-être il faut vous orienter vers autre chose. Mais j'ai envie de dire, si déjà vous vous posez la question, c'est qu'il doit y avoir une petite curiosité, sinon vous ne seriez pas là ce soir. Bah, tu vois, quand on parlait tout à l'heure du spectacle, ce qui est bien, c'est que ça amène au moins la curiosité. Après, on peut avoir peur, mais au moins, s'il y a de la curiosité, c'est qu'il y a déjà quelque chose. Alors, une séance dure
Alors, moi, je tiens vraiment à ce que ça dure 1 heure, voire allez, 1 heure et demie au max. Je sais qu'il y a des hypnos qui font parfois 3 4 heures, mais alors là, Oula. 3 4 heures dans cet état-là, hein, tu peux en témoigner, là, tu sais plus où tu es, quoi. Donc, et toi et moi, on serait partis. Donc, non, c'est 1 heure, et encore, c'est pas 1 heure d'hypnose, hein, c'est une demi-heure en général d'hypnose. Oui, tu avais expliqué, je me souviens d'une des séances qu'on avait faites là, avec le petit groupe qu'on a tous les mois, qui demandait des séances plus longues et où tu avais expliqué que c'était pas bon en fait de faire des séances trop longues parce qu'on partait trop loin et qu'après ça risquait justement on risquait de pas être tout à fait dans ses baskets quand on Bah, quand repartait. tu as des gens qui ont tendance à partir, déjà, s'ils partent encore plus, pour revenir, c'est pas facile, quoi. Donc, Bah, puis surtout à distance, c'est vrai que quand c'est en présentiel, tu peux toujours récupérer la personne, l'aider à se relever ouais. et tout. Là, si vous êtes tout seul chez vous, nous, on veut vraiment faire ça dans des conditions qui vous permettent d'être bien et Oui, parce où que on dans n'est pas en l'heure, danger. il y a un quart d'heure où on discute pour savoir voilà, où on en est. Il y a une demi-heure d'hypnose et après, il y a un petit quart d'heure que je garde toujours pour que la personne, elle parte bien, quoi. Pas... Alors, on est bien, mais je veux dire, pas qu'elle soit revenue là, quoi. C'est pas facile à expliquer, mais Bah, quelquefois, il faut qu'elle revienne et puis il y a aussi toute la partie décodage de ce qu'on a vécu. Parce qu'en fait, aussi. quand on est dans la séance d'hypnose, on vit les choses, mais on n'est pas du tout dans le mental qui va décortiquer, interpréter. Et ce travail de moulinette, en fait, il va arriver plutôt après. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir du temps, justement, avant de... Déjà, ça permet de revenir à la réalité plus consciente, plus concrète. Ouais. Et puis, ça va permettre de décoder les symboles, de poser des questions à Alain. Alors, de le faire en groupe, ça a aussi l'avantage qu'on entend les voyages des autres et qu'on peut constater certains Oui. recoupements ou au contraire que tout le monde est parti dans des directions complètement différentes. Euh, Ça peut être intéressant pour ça aussi. Ah, c'est excellent la question. Si on a plusieurs personnes toxiques à couper, faut-il commencer par la plus ancienne? En général, c'est vous-même. En fait, moi, je suis toujours assez pas étonné parce que, enfin, si, j'aime bien être étonné. Mais souvent, on va parler des gens, puis je vais dire, tiens, et voilà. Enfin, on va parler. Ensuite, on va partir en hypnose. Et là, je vais dire, bah, qui est-ce qui arrive? Et en fait, notre inconscient, enfin, votre inconscient, va vous dire direct qui doit venir pour faire le travail. Après, il n'y a pas forcément d'obligation, enfin, que ce soit dans un ordre précis. Et des fois, il y a même des gens, là j'ai eu encore quelqu'un dernièrement qui m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi mon père est venu, hein. Et pourtant, c'est le père qui est venu. Elle m'avait parlé d'autres personnes et ils ne sont jamais venus. Donc, ils viendront peut-être à un moment. Mais par contre, des fois, il peut arriver qu'elles arrivent toutes d'un coup. Et que, au-delà de voir une personne, on ressente, parce que les gens parfois ressentent, tu sais. Donc, du coup, il va y avoir une espèce je sais pas comment dire, de foule, quoi. Et en fait, on va sentir les liens un peu partout, mais on ne saura pas qui était là. Ça arrive aussi. C'est juste que le corps, il avait besoin de dire, bah là, j'ai besoin de lâcher, en fait. Et c'est très intéressant à voir parce que, pour moi, je suis un adepte de dire, il faut surtout ressentir ce qu'on ressent dans le corps, hein. Ce n'est pas important de savoir qui est là, mais de sentir ce qu'on ressent et de couper, parce que c'est ça qu'on va ressentir, en fait. C'est que le corps, il va lâcher, quoi. Et alors, est-ce que tu as des exemples de gens avec qui tu as fait ça en séance individuelle ou peut-être en groupe? Je ne sais pas si tu l'as déjà fait en groupe et de ce qu'ils t'ont témoigné après, du changement qu'il y a eu dans leur vie. Alors, oui, alors, certains ressentent vraiment souvent, ils me disent effectivement, bah, moi, la personne, c'est bon, c'est comme je te disais tout à l'heure, j'arrive à poser les mots, j'ai pas d'émotion qui vient particulièrement, tu vois, c'est des choses comme ça. Donc, ils ressentent vraiment une grosse libération. Ou alors, moi j'aime bien ça en plus, c'est souvent, ils te disent, j'avais une boule au ventre, je ne l'ai plus, la boule au ventre. J'avais un nœud à la gorge, je ne l'ai plus, j'ai pu m'exprimer. C'est une vraie libération énergétique, physique. Et donc, les gens me disent, je me sens surtout soulagé, quoi. J'arrive à, voilà, c'est fluide, quoi, tu vois. Oui, c'est important de le préciser parce qu'effectivement, je pense que c'est important de dire que c'est le meilleur signe que la séance a réussi. Il y a des gens qui ne voient pas forcément beaucoup, Ah ouais. au sens qui ne visualisent pas forcément beaucoup, qui ne font pas des tripes extraordinaires. Par contre, si vous sortez de la séance avec une sensation de libération physique,
ça prouve qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Puis quelquefois, ce qui se passe aussi, c'est que c'est dans les jours suivants que justement le reste de la libération va sortir. Peut-être qu'il va y avoir des pleurs, peut-être qu'il va y avoir des rêves, ça peut être des manifestations physiques, hein, n'est-ce pas, Oui, Alain, comme dans exactement. les crises de guérison. Bah oui, tu vas chez ton ostéo et puis pouf. Oui, oui, non, tout à fait. Non, non, il peut y avoir des somatisations, hein. Il peut y avoir de l'eczéma, des choses qui sortent, et puis après, ça revient. C'est le corps qui s'exprime, hein, qui a libéré quelque chose, mais c'est normal, c'est notre corps, il est comme ça. Euh, Moi, vraiment, ce que je note souvent chez les gens, et ce qu'ils me disent, c'est une vraie libération. Un truc que ça va, quoi. Tu vois. Ah, je n'ai pas très bien compris le Alors, concept. attends, avant de parler de la crise de guérison, je vais lire la question qui était avant. Donc, c'était quelqu'un qui demandait, si on coupe avec son parent, est-ce que ça peut automatiquement couper avec son ex? En gros, est-ce qu'on a l'effet qui se coule? Ah, C'est-à-dire, si on ah, travaille sur un, est-ce que par rafale, par domino, on va aussi avoir là, les j'ai autres? envie de répondre par une question. Est-ce que votre parent vous rappelle votre ex? Parce que du coup, ouais, oui, oui, ça peut arriver. Oui, Parce comme que je le disais souvent, en particulier dans le couple, hein, quand on est dans un schéma de relation toxique, c'est parce que dans l'enfance, vous avez entendu mon témoignage au début, avant qu'on enregistre l'émission, en fait, le modèle qu'on a eu comme relation à l'autre sexe, c'était un modèle de relation toxique. Donc, inconsciemment, toujours ce fameux inconscient, on va reproduire ça jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est pas ça le bon modèle. ouais. C'est comme si on avait un moule à tarte qui est tordu. Hein. Moi, je suis écrivain, donc j'ai un de mes contes qui raconte ça. Quand vous avez un moule à tarte qui est tordu, vous allez faire que des tartes tordues. Quand vous comprenez que c'est votre moule le problème et qu'il faut changer de moule à tarte, vous allez réussir à faire des moules à tarte droites. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc le but, c'est de changer de moule. Alors, moment, je te laisse répondre sur le concept de guérison, Après, ouais, de crise de guérison. je finis juste sur ce truc-là. En même temps, si là, vous en parlez, c'est que quand vous allez faire la technique, il y a votre père qui va venir et votre ex. Ça, enfin, votre inconscient, il prépare déjà le travail avant. Oui, alors le concept de la crise de guérison, c'est un phénomène qui arrive en fait quand on fait de la thérapie, hein, ce n'est pas que de l'hypnose, on peut faire de la psychothérapie. En fait, vous savez, on a cette expression, je trouve que ça parle bien aussi, je touche le fond, j'ai besoin de toucher le fond avant d'aller mieux. C'est-à-dire que votre corps, il va lâcher, vous allez peut-être avoir une grosse fatigue. Je sais pas, il y a certaines personnes qui d'un seul coup ont une migraine alors qu'ils n'en avaient jamais, des douleurs au ventre. Et puis, ça va durer sur 3 jours, en fait. Vous allez boire beaucoup d'eau, faire passer ça. Et au bout d'un moment, ça va remonter. C'est comme une courbe comme ça, la crise de guérison. C'est on chute, on chute, on chute, on touche le fond et hop, on remonte. Alors, le risque, entre parenthèses, c'est que certaines personnes commencent un travail, une thérapie, et puis eux, ils voient que ça chute, ils ont peur, parce qu'ils se disent, la vache, je ne suis pas venu chez toi pour me sentir 10 fois plus mal. Et ils n'attendent pas la remontée, et du coup, ben, ils restent en bas. Donc, voilà ce que c'est que la crise de guérison. Mais par contre, ça peut choquer. Hein. C'est- Voilà, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. ouais. Alors, s'il y a encore des questions que vous voulez poser, allez-y. Sinon, on va arrêter là la réunion. Est-ce que tu as la date de l'atelier en tête? En fait, je n'arrive pas à accéder à mon site parce que j'ai le Zoom qui est ouvert. Attends, je vais regarder. De mémoire, moi, j'ai le 9 février, mais je n'ai pas mon agenda sous les yeux et je n'ai pas le site non plus. Je vais regarder ça. Ah ben, je suis bête, je peux regarder sur mon site direct. Alors, tac. Voilà, je vous rappelle aussi qu'il y a eu plein d'autres émissions qui ont été faites déjà, en particulier avec Michel Guégnier, le président de la VMPN, dont cette fameuse émission sur les techniques de manipulation et comment y échapper. On avait fait une émission, je crois, avec Michel Guégnier et Armel Bonhomet, qui est psychologue, sur comment échapper au harcèlement, pas au harcèlement, à la manipulation au travail. Donc tout ça, c'est dans la playlist des émissions qui ont été faites avec la VMPN. Vous l'avez sur la page par laquelle vous êtes inscrit à la conférence de ce soir. Quelqu'un nous confirme sur le chat. Ouais, Merci c'est ça. d'être plus réactif que l'animatrice et, Super. et le thérapeute. C'est bien Non, le mais ouais, 9 c'est ça, c'est bien. février. Ouais, Voilà, et merci. Je donc viens c'est de un voir atelier aussi. sur comment se libérer des relations toxiques, où là, on sera donc plus dans l'explication, mais vraiment dans la pratique. Et vous étiez tous bienvenus. Bon, bah, c'est cool. Voilà. Merci beaucoup à Alors, on vous. vous remercie pour vos présences. Ouais. On espère aussi que les gens qui vont nous regarder en replay auront passé
une bonne soirée, qu'ils auront appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous les envoyer par écrit. Donc, à Alain, si c'est des questions plutôt d'ordre thérapeutique, ou à moi, si ce sont des questions plutôt concernant l'organisation des groupes de parole, ateliers, conférences et autres. Si vous avez aussi des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on propose des contenus, moi, je fais mon programme en fonction de mes intuitions et de ce que me renvoient les gens, mais peut-être qu'il y a des choses que j'oublie. Donc, je vous le dis, hein, j'ai pensé donc, aux huiles essentielles, aux violences sexuelles. Qu'est-ce qu'on a d'autre en projet? Donc, reprendre sa valeur. Mais il y a peut-être d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire. Et pour le replay, eh ben, il sera disponible sûrement à partir de demain, le temps que je le charge sur la chaîne YouTube. Alors, un sujet global sur tout ce qui peut exister pour aller mieux. Je pense qu'il faudrait beaucoup de monde et que ça risque de partir un peu dans toutes les directions. Dans ce cas-là, je vous propose de regarder plutôt sur ma chaîne. Vous avez des dizaines, si ce n'est pas des centaines d'émissions avec des tas de gens formidables qui donnent tous des clés pour aller mieux. Mais faire une seule émission sur le sujet, je pense que ce serait un peu ambitieux et un peu flou peut-être aussi. Après, je voulais dire aussi que l'exercice qu'on va faire, l'atelier sur les coupures de liens, ça fonctionne bien sûr, là on a parlé du pervers narcissique, ça fonctionne sur toutes les toxicités et même sur les versions de soi qu'on peut déclencher. On n'a pas beaucoup parlé, mais enfin on a parlé intrinsèquement, les versions de soi qu'on peut déclencher, de culpabilité, de choses comme ça qui deviennent des blessures. On peut faire cet exercice aussi pour ça. Ah, donc on peut l'utiliser par exemple si on veut, je ne sais pas, arrêter de fumer, arrêter de jouer au loto. Oui, non, mais je l'utilise parce que, par exemple, là, cette personne qui nous pose la question, c'est moi. Ce qui peut exister pour aller mieux, ça peut être aussi de couper avec la version de soi qui va mal. Puisque Qui pense qu'on ne peut exister qu'en allant mal. Je vous renvoie à mon histoire avec la victimite. Oui, non, mais voilà, c'est ça, la victime, le sauveur, on peut couper avec aussi. Bon, et ben, je sens que c'est un atelier qui va nous être fort utile. Alors, merci Alain d'avoir partagé ce moment avec nous. Avec plaisir et j'étais ravi. Voilà, merci à vous d'être venus et puis à ceux qui regarderont en replay. Et puis pour ceux qui sont déjà inscrits, rendez-vous le 9 ou en séance individuelle avec Alain si vous préférez l'individuel. Et puis voilà, merci pour vos présences et pour vos questions qui ont aussi participé à ce que cette émission existe et à ce qu'elle soit intéressante. Ouais. Merci à tous. Merci.